remercie les différents membres de ce groupe présents dans la salle aujourd'hui de leur contribution, de leur réflexion. Ce qui est assez intéressant dans ces débats, c'est qu'on est arrivé finalement à ce thème, à cette question, au fond, la prévention en santé sera-t-elle algorithmique? Alors, quand on est parti sur cette question, d'une certaine façon, on s'est dit, il y a une hypothèse avec les big data, c'est que ça peut apporter une efficacité supplémentaire dans la prévention. Ça peut cibler d'une manière plus précise à la fois les risques innés génétiques et les styles de vie, et donc développer des formes de suivi plus personnalisées, ce que ne font pas les campagnes nationales en population générale. Puis d'un autre côté, ça peut être moins coûteux. Vous savez que c'est toujours un débat autour des formes de prévention, c'est de savoir le coût des programmes. Au fond, si on arrive à être plus personnalisé, probablement qu'il y a des actions et des messages inopérants qui disparaissent, donc c'est peut-être des économies qui sont faites de cette nature. Le premier séminaire qui a été organisé le mois dernier avec Gustave Roussy, Fabrice André, Suzette de la Loge sur le programme Interception, et puis avec Alexis Ernaud de Calmedica, nous a conforté dans l'idée que cette vision n'est pas utopique. En oncologie, ça a été la présentation l'a montré, au fond, on arrive maintenant à faire des scores prédictifs qui sont fondés sur les caractéristiques génétiques, les polymorphismes des mutations génétiques, et qu'on combine avec les styles de vie, c'est-à-dire le comportement alimentaire, la boisson, le sport. Ça donne des scores prédictifs qui sont considérés de plus en plus comme des aides à la décision dans la prévention, qui permettent de cibler les programmes, de les personnaliser. Donc en regard, il y a toute une démarche de consultation, de suivi. C'est ce que Suzette de la Loge a appelé la prévention 2.0. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans l'ordre de l'utopie. Ça va très vite, il y a évidemment des limites, il y a des débats autour de ces scores prédictifs et de ce que représentent ces suivis personnalisés. Mais ce qui nous impressionne beaucoup, c'est le fait que ça va très vite et que le débat, d'une certaine façon, en 6 mois, 1 an, évolue beaucoup. Quand on regarde sur le plan de l'assurance, on voit aussi des initiatives. Au Centre de recherche en gestion, avec la petite équipe qui m'accompagne, on a fait une revue littérature, et on a été frappé de voir qu'il y a des initiatives à travers le monde qui sont assez dans cet esprit de la prévention 2.0 que je viens de vous évoquer. C'est souvent des pays anglo-saxons, assez libéraux dans le mode assurantiel, mais ça démontre que là aussi, ce n'est pas forcément une utopie et qu'on est dans une réalité. Alors évidemment, quand on rentre dans ce sujet sur l'assurance et ses formes de prévention avec les big data, ça soulève beaucoup de questions. Ça soulève des questions sur la sélection adverse, sur le rôle des GAFAM, sur éventuellement des cyberattaques aussi par rapport aux données qui sont entreposées, et c'est un sujet qu'il ne faut pas du tout négliger. J'en retirerai 2 qu'on a débattus dans les réunions préparatoires qui me paraissent plus importants. Le premier, c'est évidemment l'aspect prédictif, c'est-à-dire que si on arrive à prédire le risque individuel, forcément c'est un des fondements de la mutualisation assurantielle qui est remis en cause ou qui est challengé. Donc si vous avez un risque élevé, vous avez intérêt à vous assurer. Si vous avez un risque faible, c'est peut-être moins intéressant. C'est un peu caricatural comme propos, mais ça fait écho quand même à des initiatives dans des pays libéraux. Évidemment, c'est une question qui télescope nos valeurs dans les systèmes français et mutualistes. La deuxième question, c'est si on a des suivis personnalisés avec la possibilité par les outils connectés, les balances, les montres notamment connectées, de savoir comment l'assuré se comporte, est-ce qu'il suit les recommandations. Une des grandes questions, c'est de savoir qu'est-ce qu'en fait l'assureur. Alors d'abord, il y a une question d'intrusion dans la vie privée, c'est-à-dire jusqu'où on va. Et puis, il y a une question qui est tentante, c'est de se dire, est-ce que ça n'a pas une incidence sur la prime d'assurance en tant que telle? Autrement dit, si la personne suit les comportements, il y a un bonus. Si il n'est pas compliant, il peut y avoir une sanction. Bon, là aussi, c'est des sources de fantasmes. Je vous en rapporte une qui circule assez souvent, qui est de se dire que si on arrive dans un monde où on arrive à définir le risque génétique,
et aussi à suivre le comportement individuel, d'une certaine façon, la responsabilité se transfère sur l'individu, c'est-à-dire l'assuré. Et donc, on pourrait dire à terme, on va dérembourser toutes les maladies, puisque c'est de la responsabilité de nous-mêmes, d'une certaine façon, de rester en bonne santé. C'est de l'ordre du fantasme, évidemment. L'esprit de ces séminaires, c'est d'être plus nuancé, d'être beaucoup plus fondé sur les évidences. L'école polytechnique est une école de sciences, donc on essaye d'apporter des faits, d'être fact-based, comme on dit. Et pour traiter ce sujet, il nous a semblé intéressant de réunir à la fois des opérateurs et des assureurs du monde mutualiste. Alors on a un plateau très prestigieux. On a Éric Carrel comme speaker. Alors je vous ai regardé, je vous ai googlisé comme on dit maintenant. Alors c'est très impressionnant parce qu'il y a une liste sur votre page Wikipédia. Je ne sais pas si tout est vrai, c'est toujours le problème avec Wikipédia. Vous direz si je me trompe ou pas. Mais vous êtes vraiment l'incarnation des entrepreneurs à la française qui ont réussi. D'ailleurs, je me permettrai de vous ressolliciter pour faire des cours sur le management de l'innovation à l'école polytechnique. Vous avez créé beaucoup d'entreprises à succès. L'une des plus connues, c'est WeThings, sur les balances Wi-Fi et les montres connectées. Vous êtes aussi membre de l'Académie des technologies, donc ce qui montre que vous êtes tout à fait dans cet esprit qu'on recherche, c'est-à-dire d'être aussi dans un lien entre opérationnel et sciences et scientifique, aspect scientifique. Donc on va vous écouter pendant 30 minutes et nous avons deux discutants aussi prestigieux. Alors Éric Chenu est président de la Mutualité française, donc c'est évidemment un des leaders dans le système de santé français sur ces sujets et sur d'autres. Vous, Éric, vous êtes aussi impliqué dans différentes associations de prévention et sur aussi de la recherche, puisque vous êtes président, je crois, de la Fondation de la recherche en matière de santé publique, donc vous êtes aussi dans cet esprit action et réflexion. Et puis Thierry Martel, donc Thierry Martel, vous êtes directeur général du groupe Groupama, qui est un groupe qui est inutile de présenter tellement il est répandu en France et dans plusieurs pays. Vous êtes avec beaucoup de fonctions aussi dans le monde de l'assurance mutualiste. J'insiste sur l'aspect mutualiste parce que je pense que c'est vraiment important par rapport à notre sujet ce matin. Et puis, ce qui ne gâche rien, vous êtes membre de ce groupe Polytechnique Santé. Donc je vous remercie tous les trois d'être présents. Le but de ces réunions, c'est de l'échange. On le dit toujours en se souhaitant bonne chance mutuellement et en espérant qu'il y a du débat. Mais l'idée, c'est qu'il y ait une présentation avec un peu de temps pour que, Éric, vous ayez le temps de présenter toute votre histoire. Et après, du débat avec les deux discutants. Merci beaucoup. Merci, Étienne. Alors, bonjour à tous, je suis impressionné de ce lieu. Peut-être c'est bien que je vous explique d'où je parle, parce que sinon vous allez me prendre pour un révolutionnaire. Je suis donc fils d'agriculteur, ingénieur, j'ai fait une thèse dans le domaine des radiocommunications à l'école de physique-chimie il y a bien longtemps. J'étais chercheur pendant quelques années là, j'ai créé une première entreprise dans le monde des télécoms. Et c'est important parce que le monde des télécoms a été le premier monde disrupté par cette ère du numérique. Donc c'est important de regarder un peu ce qui s'est passé. Donc cette entreprise a été rachetée par Thomson, j'ai fait quelques années chez Thomson et en parallèle j'ai rencontré les deux grands constructeurs automobiles chez qui j'ai fait quelques conférences et j'y reviendrai un petit peu à un moment où ils considéraient que le moteur diesel était absolument l'avenir et où tous les ingénieurs étaient super fiers d'optimiser le moteur diesel. 15 ans après, ça fait un petit peu sourire. Et donc aujourd'hui, je suis cofondateur et je dirige WeThings, qui est une entreprise qui se veut dans le monde de la santé et dont je vais vous parler un petit peu plus. Alors, si je suis heureux d'être là aujourd'hui, c'est pour vous dire que je pense qu'on est à l'aube d'une disruption dans le domaine de la santé. Il y a bien sûr tous les risques que vient de rappeler Étienne, mais je voudrais vous rappeler une petite image assez ancienne qui m'avait marqué, je crois que c'est dans les années 2004, où quelqu'un disait haut et fort, enfin pas quelqu'un, toutes nos banques nous envoyaient des mails pour nous dire surtout ne mettez pas vos codes de carte bleue sur Internet. Vous connaissez la suite de l'histoire. Aujourd'hui, les banques françaises ont perdu une bonne partie de leur influence sur les moyens de paiement au profit d'entreprises comme PayPal ou Shopify qui, elles, gèrent ces frais de coût et donc ont récupéré une bonne partie de leur marge, sans parler d'Apple aujourd'hui ou de Google qui nous servent un peu de moyens de paiement.
Tout ça pour vous dire que avant d'avoir peur, il faut regarder les risques et les opportunités. Et comme le dit Teilhard de Chardin, toute l'évolution, c'est toujours une médaille à deux faces. Il y a d'un côté les risques et de l'autre côté les opportunités. Et l'évolution de l'humanité consiste à apprendre à gérer ces risques et à tirer parti des opportunités. Le problème, c'est quand on est français, on a toujours tendance à avoir le dos de la médaille au-dessus et d'avoir notamment une population qui est celle qui hurle le plus face aux nouveautés. Donc pour les startups, c'est très compliqué parce que vous n'avez pas de lieu d'expérimentation, vous n'avez pas de possibilité d'essayer, vous vous faites tout de suite engueuler par tout le monde, et donc vous êtes obligé d'aller aux États-Unis, vous êtes obligé d'aller essayer ou en Chine, où ces choses-là s'essayent assez facilement. Donc ce qui est important de retenir là pour moi, c'est à chaque rupture, il est important, avant de commencer à s'inquiéter des risques, de regarder les opportunités et de voir comment on peut les travailler pour gérer les risques associés. Sinon, on fait ce qui se passe en France assez systématiquement. Ça s'est passé sur le vaccin récemment, ça s'est passé quand Google est arrivé. C'est vrai qu'en France, c'est l'un des pays au monde où Google, en termes de moteur de recherche, a la plus grosse part de marché. Pourquoi? Parce que les Français ont résisté à tout pendant longtemps, puis à un moment donné, ils adoptent de façon très très rapide. C'est-à-dire que si vous regardez la courbe d'adoption des nouvelles technologies dans les différents pays, la France, c'est très très plat au début, et puis à un moment, ça monte extrêmement vite. Et ça, en fait, c'est pas terrible, parce que c'est pas terrible pour apprendre à gérer les risques, c'est pas terrible pour les pauvres petites startups qui essayent de démarrer dans ce pays, parce qu'on n'a pas de lieu d'essai. Alors venons-en au sujet. Le sujet, donc, c'est cette médecine. J'étais mardi à Lausanne à un congrès d'investisseurs, mardi de la semaine dernière, un congrès d'investisseurs du domaine de la santé. Et j'étais assez surpris parce que les discussions autour du cocktail, c'est oui, il y a une innovation absolument extraordinaire pour soigner tel accompagnement du cancer, absolument extraordinaire pour ceci, absolument extraordinaire pour ça. Et objectivement, c'est extraordinaire. Et je leur posais cette question, mais est-ce que vous pensez que c'est soutenable de continuer à avoir un système de santé qui va dans ce sens-là? Et l'un des investisseurs me répond, bah oui, tu sais, moi je me pose cette question-là depuis 20 ans, je suis investisseur depuis 20 ans et ça marche toujours, parce que tout le monde gagne plus d'argent. Les entreprises gagnent plus d'argent, les médecins aussi, et même les assurances arrivent à trouver des moyens dans différents pays pour en tirer parti et gagner plus d'argent. Donc finalement, c'est intéressant pour tout le monde, et puis le patient, bah, il a besoin, donc il demande. Simplement, si vous regardez les choses d'une autre vue, vous regardez la courbe d'augmentation des maladies chroniques. Alors, vous savez qu'aux États-Unis, il y a 24% des 12-18 ans, 24% des 12-18 ans qui sont en état de maladie préchronique. Il y a 44% des millennials, c'est-à-dire des 20-40 ans, qui sont malades chroniques. Et plus de 50% bien sûr des plus de 40 ans, qui sont en général multichroniques. Cette courbe d'évolution, elle est la même dans tous les pays. Elle est la même en Inde, elle est la même au Brésil. En Europe, bien sûr, on a la chance d'être en retard, entre guillemets, sur cette courbe d'évolution, mais elle va nous rejoindre assez vite. Et ça fait qu'aujourd'hui, 90% des coûts des assurances de santé sont pour gérer les maladies chroniques. Alors, on peut dire... on va inventer de nouveaux médicaments, on va avoir du GLP-1 qui va permettre qu'on donne aux diabétiques, qui va permettre aussi de faire baisser l'obésité. Mais en fait, on voit que ça ne marche pas. À 1 000 € par mois, le traitement, on ne sait pas combien de temps il va falloir le donner, etc. On voit que ça ne converge pas, ça diverge. Et c'est intéressant de repérer un peu cette période-là, parce que moi, c'est exactement ce que j'ai vécu il y a 25 ans dans le domaine des télécoms, ou 20 ans. C'est ce que j'ai vu il y a 15 ans dans le domaine de l'automobile. Il y a un moment où tout le monde vous dit « mais non, il faut aller encore plus fort dans la direction dans laquelle on va ». C'est vraiment ça. Et puis à un moment donné, quand vous essayez de faire réfléchir les gens un peu à côté, ils disent « ben oui, mais de toute façon, ça ne va pas fonctionner. Quand on met les chiffres bout à bout, ça ne fonctionne pas ». Mais malgré ça, voilà, il y a une espèce de réflexe humain qui consiste à dire c'est toujours comme ça qu'on a fait, on va continuer à faire comme ça. Et ça, en fait, c'est l'aube de quelque chose qui va casser. Et je pense vraiment que dans le monde de la santé, on y est, pour les raisons que je viens de vous expliquer au niveau des chiffres, et aussi parce qu'il y a des nouvelles technologies qui nous permettent non plus d'être uniquement dans le cure, c'est-à-dire je répare, mais dans le care, c'est-à-dire je prends soin. Et j'assistais à une conférence organisée par l'Académie des technologies en fin d'année dernière, à Versailles, qui rassemblait à peu près toutes les académies de technologie du monde, et qui était dédiée à la santé. Et ils avaient invité Christiane Youpen, qui est responsable d'un laboratoire d'éthique
je ne sais plus si c'est Berlin ou Francfort en Allemagne, et elle a dit devant cette population essentiellement médicale, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes conscients que vous, du domaine de la santé, en fait, vous ne nous occupez que de 20% du domaine de la santé des gens? Parce que 80%, c'est défini autrement. C'est défini par leurs habitudes de vie, c'est défini par leur milieu social dans lequel ils sont nés, c'est défini par l'air qu'ils respirent, c'est défini par l'éducation, et c'est bien plus important que les 20% dont vous vous occupez. Alors ça, bien sûr, ça fait un peu réagir. Et puisqu'il y a eu quelques questions sur les données, je vais finir de vous raconter ce qu'elle disait à la fin, en conclusion. Elle dit, vous savez, j'ai souvent la question de « a-t-on le droit d'utiliser les données de santé ?» Moi, je vous dis, bien sûr, vous avez le droit, c'est un devoir. Mais je vous dis même plus. Aujourd'hui, quand vous entraînez vos algorithmes, vous vous dites qu'il faut que je demande le consentement des personnes que j'utilise pour entraîner mes algorithmes. Est-ce bien éthique de faire ça? Parce que qu'est-ce qui va se passer demain? Demain, vous allez utiliser ces algorithmes sur des populations qui n'auront pas donné leur consentement. Et donc, ces algorithmes fonctionneront moins bien. Je trouve ça intéressant comme question. Et donc, je pense qu'il faut vraiment avoir un regard complètement nouveau, à la fois sur cette utilisation des données et sur le fait que, finalement, la santé, elle n'est pas liée à ce qui se passe uniquement dans l'hôpital ou dans le cabinet médical. Elle est liée à ça, en général, quand c'est un peu tard. Elle est liée à ce qui se passe avant ou ce qui se passe pendant la maladie, mais ce qui se passe dans la vie réelle. Et donc là, il y a une question assez importante qui est comment on entre dans la vie réelle. Alors Étienne parlait il y a 2 minutes des GAFAM. Vous savez que Tim Cook a dit qu'on se souviendra d'Apple plus pour la santé que pour la technologie. Apple investit des dizaines de milliards dans le domaine de la santé chaque année. Une des responsables de la santé était en France la semaine dernière. Vous verrez, il y a quelques articles dans la presse sur le sujet. Quand on discute avec eux, en général Apple c'est une société très discrète, ils ne vous disent rien. Nous, je les vois à peu près une fois par an dans un meeting un peu officiel. Là où on apprend un peu plus d'informations, c'est quand on arrive à avoir des relations one-to-one. Et quelle est leur conviction profonde? Leur conviction profonde, c'est que si on ne fait pas du change behaviors, changement des comportements, les systèmes de santé vont collapser. Et ça, si vous voulez, il y a 2 ans, on entendait un petit peu de temps en temps. Maintenant, à chaque fois que je vais à une conférence dans le monde de la santé, il y a au moins une personne qui dit ça. Il faut vraiment qu'on se prépare au fait que, financièrement, le mode dans lequel on fonctionne aujourd'hui, alors peut-être pas encore tout de suite en France, mais dans les pays de l'autre côté de l'Atlantique notamment, ne sont pas tenables. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? La seule solution, c'est le changement de comportement. Et donc là, on rejoint toutes les questions éthiques. Quel est mon droit, moi, société, assurance, etc., d'aller travailler sur le changement de comportement de la personne? On peut en discuter pendant des heures, ce n'est pas mon propos. Moi, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on constate en vie réelle quand on essaye d'accompagner les gens. D'abord, vous savez qu'il y a des centaines de milliers d'applications sur les smartphones qui essayent de travailler ce changement d'habitude, l'alimentation, l'activité sportive, la méditation, etc., etc. En ce moment où il y a beaucoup d'entreprises qui font faillite, je reçois à peu près 3 dossiers par semaine d'entreprises à reprendre, et donc je vois les slides. Et c'est assez intéressant de voir que sur ces slides, il y a beaucoup d'applications qui ont un taux moyen d'utilisation d'1 semaine. 1 semaine, c'est-à-dire la personne s'abonne, elle paye, et 1 semaine après, elle arrête. Pourquoi? Parce que ça demande des efforts. Et dans le domaine de la santé, c'est quand même assez curieux, alors qu'on sait pertinemment que c'est le sujet le plus important de notre vie, on est aussi fainéant qu'ailleurs. C'est même pire que ça, on est capable de se mentir à soi-même. Je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, WeThings a démarré un peu par hasard dans le monde de la santé. WeThings, c'était une entreprise après les télécoms pour faire des objets connectés, parce qu'on savait que l'Internet au débit arrivait dans les maisons, et donc on allait connecter tous les objets autour, le réfrigérateur, l'imprimante, etc., etc. Et puis, un peu par hasard, on a commencé par un pèse-personne.
On était une bande de mecs qui n'avaient pas de problème de poids, qui ne connaissaient à peu près rien à la santé. On a poussé ça, on s'est dit, ça c'est un truc qui va intéresser les femmes entre 25 et 45 ans. On va faire de la publicité dans les magazines féminins. Ça a été un fiasco total. Quand vous dites à une femme, je ne vais pas faire de guerre de genre, mais quand vous dites à une femme, on va mettre ton poids sur Internet, c'est encore plus compliqué que pour un homme, même s'il n'était pas public. Mais enfin, à cette époque-là, la différence était difficile à comprendre. Et donc c'était un fiasco total. Et on a été sauvés parce que dans la Silicon Valley, il y a des gens comme Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, qui a utilisé notre balance, qui a tweeté cette balance est absolument géniale, etc. Et donc on a plutôt démarré de l'autre côté de l'Atlantique et on a eu un certain nombre d'échos. Donc on faisait des Consumer Electronic Show, enfin cette conférence, enfin ce salon dont vous avez entendu parler où on présente plein d'objets électroniques nouveaux. Et là, dans les conférences, j'ai vu des gens arriver avec leur téléphone où ils me montraient leur courbe de poids en me disant « Eric, tu m'as changé la vie ». Moi, j'étais un peu surpris parce qu'on avait fait des livebox sur lesquels on transmettait des gigaoctets par jour. Là, on transmettait une petite mesure par jour. Et le gars, il vient me voir en me disant « Tu m'as changé la vie ». Il n'y avait jamais quelqu'un à qui j'avais vendu une livebox qui m'avait dit que je lui avais changé la vie. Et donc, on a essayé de comprendre. Il m'a dit bah, « Tu sais, moi, j'ai fait 4 régimes. » Et en fait, il m'a montré sa courbe. À la fin de chaque régime, vous savez, vous connaissez l'histoire, des comme j'aime like, la courbe en baignoire. On perd du poids rapidement. On a une zone plate dans laquelle le corps commence à résister parce que quelque part on lui a pris un peu la graisse à laquelle il était habitué et il se dit bah, il faut que je fasse des réserves pour le coup d'après. Et donc il y a cette lutte entre le corps et la volonté. Il y a plein d'études là-dessus, j'invente rien, qui fait qu'on est de l'autre côté de la baignoire avec une remontée lente et à peu près systématiquement, enfin dans la majorité des cas, le poids à la fin du régime est supérieur au poids au début du régime. Et donc des personnes qui ont fait 4 régimes, en général, elles font 10 à 20 kilos de plus qu'avant de faire le premier régime. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, en fait, lui me dit, bah, finalement, depuis que j'ai le poids dans ma poche, j'ai cette courbe, ce n'est pas une mesure que je vois sur ma balance, j'arrive à me tenir à quelque chose parce que je regarde et j'analyse ça à un moment de la journée qui est opportun. Et du coup, on a regardé dans nos serveurs quand est-ce que les gens se pesaient, puisqu'on voit la mesure arriver dans nos serveurs, et quand est-ce que les gens regardaient leur application. Effectivement, les gens en moyenne se pèsent à 7h30, sortis de la douche, et regardent l'application plutôt vers 11h30. Donc ça, c'était une première étape. Deuxième étape, ce sont nos utilisateurs qui nous ont dit pourquoi tu ne fais pas un tensiomètre connecté? On s'est dit pourquoi pas, on va faire un tensiomètre connecté. Et là, on a eu des choses assez intéressantes. On a des utilisateurs qui nous ont dit en fait, ça m'aide vraiment parce que jusqu'ici, j'étais hyper tendu, j'étais allé voir mon médecin, il m'avait dit d'acheter un tensiomètre, j'avais acheté un tensiomètre, je l'avais utilisé quelques jours, puis après je ne l'utilisais plus. Et donc j'inventais les mesures quelques minutes avant d'aller voir mon médecin parce que je savais que sinon il allait m'engueuler. Et donc sur mon petit carnet, j'inventais des mesures. Maintenant que ces mesures sont transmises automatiquement, eh bien, quelque part, je suis soulagé parce que je ne triche plus avec moi-même. C'est assez curieux ce comportement, et quand on réfléchit, enfin moi quand j'ai réfléchi sur moi-même, je me suis dit, ben, en fait c'est vrai, je fais aussi comme ça. J'ai pas envie de me faire engueuler par ma femme si je ne fais pas ce qu'elle considère qu'il faut que je fasse pour ma santé. Et donc, cette idée de transparence, en fait, est quelque chose, à mon avis, d'assez intéressant entre les aidants et soi-même, quelque chose qu'on a découvert en marchant. Et puis, donc, on a continué dans ce domaine de la santé. Et donc, vous savez qu'aujourd'hui, il y a le machine learning qui est arrivé, etc. Et donc, on s'est dit, finalement, qu'est-ce qu'on a démontré avec nos premiers produits? En fait, on s'est aperçu que nos balances, elles sont utilisées en moyenne 3 fois par semaine. Et après 10 ans, on a à peu près 50% des utilisateurs qui les utilisent encore. En moyenne, sur l'ensemble de nos produits, alors peut-être faut que je vous dise un peu ce qu'on fait comme produit. On fait des produits comme ça qui se mettent sous le matelas et qui mesurent en fait. Donc c'est sous le matelas. Alors une fois que vous l'avez mis sous le matelas, on n'y va plus jamais et donc ça reste là pendant des années. Ça mesure continuellement pendant que vous dormez, l'actimétrie, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire. De là, on a fait qualifier la mesure d'apnée du sommeil. Mesure d'apnée du sommeil, donc qui est qualifiée en Europe. On n'arrive pas à le faire entrer dans le monde médical parce que les médecins ils disent c'est quoi ce truc? Aux États-Unis, ils ne veulent même pas entendre le fait que on puisse déposer le dossier pour l'instant. On est en train d'y arriver, mais ça va prendre du temps. Et par contre, on a une étude australienne du centre de recherche dans lequel travaille l'inventeur du CPAP, enfin le masque à pression positive,
qui montrent qu'on mesure mieux que la polysomnographie, donc qui est la mesure officielle dans laquelle on vous met plein de capteurs partout pendant une nuit. Pourquoi on mesure mieux? C'est assez simple, parce que cette mesure, vous la faites que pendant une nuit, et donc on voit qu'une nuit, vous ronflez et vous ne faites pas de l'apnée de la même façon toutes les nuits. Et la deuxième raison, c'est que vous passez un peu une nuit d'enfer, parce que vous avez un tas de trucs autour du corps, et donc c'est pas une nuit qui est une nuit normale. Nous, on n'est pas en contact avec le corps, mais on a la possibilité d'être là pendant des dizaines de nuits, et donc on a une mesure d'apnée qui, au final, est plus représentative, même si le corps médical a encore du mal à l'accepter. Donc voilà, on a fait du chemin. On a fait aussi des tensiomètres, donc ça je vous l'avais dit, mais par exemple ce tensiomètre, il a aussi un stéthoscope. Donc ce stéthoscope, il vient se poser sur le côté de votre poitrine quand il est autour de votre bras, et il enregistre donc les battements du corps. On a développé un algorithme qui permet de mesurer ce qu'on appelle les valvulopathies, c'est-à-dire les maladies des valves cardiaques. Moi j'ai été opéré du cœur en 2015 parce que j'avais de naissance une malformation des valves cardiaques. Il a fallu attendre une visite médicale à l'âge de 45 ans pour qu'on se rende compte que j'avais ça de naissance. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins qui ont du mal à entendre ces malformations des valves cardiaques. Là, avec un algorithme, finalement, on a probablement une mesure qui est plus efficace. Et surtout, si vous la faites à chaque fois que vous prenez une tension, il y a des capacités de détecter cette valvulopathie qui sont intéressantes à détecter tôt, parce que plus vous êtes opéré tôt, moins votre cœur est fatigué, et donc plus efficace. Et puis on a annoncé récemment un autre produit qui est un analyseur d'urine, donc ça se colle sur ça s'accroche aux toilettes comme le Harpic WC, et ça la batterie et la cartouche d'analyse durent à peu près 3 mois. On détecte qui vient uriner dans les toilettes, c'est-à-dire on sait reconnaître l'urine d'une femme, d'un homme à travers le type du jet, on sait reconnaître parmi quelques hommes et quelques femmes, on ne sait pas reconnaître parmi une population de 100 personnes, mais parmi une population de 7-8 personnes, on sait reconnaître. Et donc on va décider, en fonction de la pathologie qu'a la personne, de faire une mesure, une fois par semaine, une fois tous les 2 jours, de tel type d'analyse. On peut mettre plusieurs types d'analyse à l'intérieur, et automatiquement, sans que cette personne ait à faire d'efforts. Et donc là, on travaille avec un certain nombre d'hôpitaux pour faire des essais cliniques sur quelles pathologies on peut suivre, notamment dans toutes les pathologies en prévention tertiaire, quand il y a un risque de rechute, par exemple sur des maladies cardiovasculaires, sur un certain nombre de cancers comme le cancer de la vessie, sur les gens qui ont développé des calculs rénaux, etc. Faire des analyses qui se font très simplement. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'important pour nous, c'est en fait que la mesure, elle se fasse pendant des années. Pourquoi c'est important? On l'a découvert au fil du temps, parce que, contrairement aux applications dont je vous parlais il y a quelques minutes, si vous voulez accompagner un patient dans ce changement d'habitude, il faut que vous soyez dans sa vie pendant longtemps. Alors vous savez, le gros problème des régimes, il y a même une boîte aux États-Unis qui s'est vendue pour 16 milliards, qui s'appelle Livongo, qui a développé des programmes pour prédiabétiques qui étaient essentiellement des programmes de perte de poids pendant 9 mois. Heureusement, ils ont vendu la boîte au bon moment à une autre boîte pharma qui s'est complètement cassé la gueule derrière, mais peu importe. Parce que ce travail de changement des habitudes, ce que vous faites sur 9 mois, en fait, il est insuffisant. Maintenant, il y a pas mal d'études qui montrent que si vous voulez... D'abord, si on veut sauver le système de santé, 1, il faut changer les habitudes des gens, il n'y a pas d'autre moyen. 2, si vous voulez changer l'habitude des gens, il faut être là pour les accompagner pendant plusieurs années. Alors, il y a des gens qui disent 2 ans, il y a des gens qui disent 3 ans. Nous, on est assez convaincus que 3 ans, c'est un minimum. On travaille avec une philosophe et des psychologues sur le sujet. Il faut intégrer dans nos programmes le fait qu'une personne ne va pas d'un point A à un point B de façon linéaire, mais qu'elle rechute. Donc, c'est la psychologie humaine. Si on n'intègre pas ça, ben, on est un peu des scientifiques un peu obtus et qui ne font pas attention à ce qui se passe en vie réelle. Et donc ça nécessite d'être là longtemps, et d'être là notamment dans ces moments de rechute. Et les moments de rechute, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils ont de particulier qu'il y a une démotivation de la personne. Et quand il y a une démotivation de la personne, en fait, vous perdez le contact. C'est ce que font la plupart des applications, elles perdent le contact. Comment garder le contact? Vous pouvez uniquement garder le contact s'il se passe encore quelque chose, si vous recevez un peu d'informations. Et c'est là où nos objets, les pèse-personnes notamment, sont des objets intéressants, parce qu'ils continuent d'envoyer de l'information, puisque en fait, les gens continuent de se peser. Et à partir de cette information, vous pouvez essayer de reprendre contact avec le patient de façon un peu ciblée, un peu personnalisée, et de continuer ce cheminement. Donc,
personnalisé dans la vie, minimum 2 ou 3 ans, et donc des mesures qui doivent être très simples. Et ce qu'on a découvert en faisant ça, c'est qu'on a des grandes quantités de mesures. Quand vous avez 10 ans de mesures sur une personne, vous voyez des choses, bien sûr, sur l'évolution de ces mesures, vous voyez des choses aussi sur la fréquence à laquelle elle fait ces mesures. Il y a eu des études qui ont été faites, notamment sur les régimes, pour tous les régimes alimentaires. Quand vous commencez à voir que la personne baisse la fréquence de ses pesées, même si elle est dans la zone plate dont je parlais tout à l'heure, ça signifie que la motivation est en train de baisser. Et donc ça fait partie des choses qui sont assez intéressantes à suivre. Et avec cette grande quantité de données, on s'est aperçu qu'on était capable d'aller chercher des informations supplémentaires. Par exemple, on s'est aperçu que quand une personne se pèse, le poids varie légèrement. Et au début, on se dit, mais c'est du bruit. En fait, ce n'est pas du bruit, c'est l'éjection du sang de notre cœur qui crée une légère variation, une quantité de mouvement et donc une variation de poids. Donc on avait l'instant auquel le sang était éjecté du cœur, on avait le rythme cardiaque, pas forcément très intéressant si on pèse personne. Et donc on a bossé avec des gens de l'hôpital Pompidou qui nous ont dit, oui, ça serait intéressant si vous arriviez à détecter par exemple le moment où cette onde de pression arrive dans les pieds, et donc on a à peu près la distance entre le cœur et les pieds, on a le temps de traverser, on a une vitesse, et cette vitesse, ça s'appelle la vitesse d'onde de pouls. Et s'il y a des cardiologues parmi vous, ils savent que la vitesse d'onde de pouls, c'est un intégrateur de la santé cardiovasculaire des personnes, parce qu'elle intègre un certain nombre de facteurs de vieillissement, dont la rigidité de nos artères, et c'est un bon moyen de détecter, il y a un certain nombre d'études internationales qui ont montré, alors tout le monde n'est pas d'accord, mais enfin voilà, que c'était un bon moyen de détecter un certain nombre d'évolutions des maladies cardiovasculaires. On a ajouté récemment une mesure de neuropathie. Il y a une entreprise qu'on a rachetée qui avait développé cette mesure, qui en fait, qu'est-ce qu'elle mesure ? Elle mesure la capacité du système nerveux, quand on l'excite avec un courant électrique au niveau des pieds, à générer de la sueur. Et on mesure cette quantité de sueur, et donc à partir de là, on mesure quelle est la réactivité du système nerveux. Et donc il y a un certain nombre d'études, c'est une boîte qui a fait ça pendant 14 ans, qui vend des appareils aux professionnels de santé, qui permet en fait de mesurer l'évolution de cette neuropathie. En quoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de diabétiques qui s'ignorent, qui commencent à développer des neuropathies. Donc on arrive à prévenir un certain nombre de gens qu'ils sont diabétiques. Et puis il y a un certain nombre de diabétiques qui développent ce qu'on appelle, vous connaissez mieux que moi, le pied diabétique, c'est-à-dire ce qui peut se transformer en ulcère du pied, voire en amputation du pied, voire en amputation de la jambe. C'est-à-dire que dans un pays comme la France, il y a toujours énormément d'amputations du pied chaque année. Et soigner un ulcère, aux États-Unis, c'est des dizaines de milliers d'euros, enfin de dollars. Ça coûte très cher. Et donc, on essaye de le prévenir. Et ça, avec cette mesure-là, au long cours, on arrive à le faire. Là, on est en train de développer, Étienne parlait tout à l'heure des scores, on est en train de développer des scores qui vont combiner un certain nombre de ces mesures, l'évolution du poids, l'évolution de la vitesse d'onde de pouls, l'évolution de la neuropathie, pour, par verticale maladie, pouvoir aller voir des hôpitaux et des assureurs et leur dire, voilà, nous, on peut vous aider à faire de la prévention secondaire ou de la prévention tertiaire. Pour quelqu'un qui a déjà fait une congestive heart failure, on va vous aider à prévenir dans un certain nombre de cas, donc on va faire des études cliniques pour voir quel est ce pourcentage de cas, une rechute au moins 15 jours avant, et notamment une mesure qu'on fait aujourd'hui aussi, c'est ce qu'on appelle l'eau intracellulaire extracellulaire, c'est-à-dire à travers ce qu'on appelle la mesure de l'impédance du corps, on sait, en travaillant sur certaines fréquences, aller mesurer le pourcentage d'eau intracellulaire extracellulaire. Et ce pourcentage d'eau intracellulaire extracellulaire est un équilibre qui évolue dans notre vie en fonction d'un certain nombre de choses, et notamment qui change assez drastiquement quand il y a un phénomène de décompensation cardiaque. Il change aussi, par exemple, quand une femme qui souffre d'un cancer du sein est suivie en chimio. Un certain nombre d'entre elles développent ce qu'on appelle un lymphodème. Donc c'est un membre qui va gonfler. Et donc avec ça, on arrive à le détecter en avance de phase et donc à ajuster les traitements. Tout ce que je vous dis, c'est pas forcément encore opérationnel dans le milieu médical. Ça commence à l'être aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une prise de conscience un peu plus forte qu'ici, pour les raisons que je vous évoquais, que de toute façon, si on ne rejoint pas la vie réelle, le système va exploser. Et donc, ils ont mis en place, par exemple, du remboursement du remote patient monitoring, c'est-à-dire un médecin qui suit une maladie chronique et qui reçoit, je crois que c'est 20 mesures ou 16 mesures par mois de la vie réelle du patient, est capable de facturer à l'assurance entre 50 et 70 $ de plus. Il passe 20 minutes à analyser ces données. C'est en fait pousser le médecin à garder un contact avec la vie réelle du patient.
et à pouvoir réagir en temps réel. Donc on a développé des outils pour pas que le médecin ne soit pas noyé dans les données, qu'il puisse générer des alertes, que ce soit simple pour lui. C'est un peu compliqué parce que les médecins sont des gens qui sont surchargés, sont des gens qui finalement, je suis sûrement choqué, mais se forment relativement peu au cours de leur vie. Les statistiques du nombre de médecins qui lisent des articles scientifiques au cours de leur vie et montrent que ce pourcentage est extrêmement faible. Et donc, du coup, il y a énormément d'efforts à faire pour comprendre qu'il y a des nouvelles technologies qui peuvent apporter de nouveaux intérêts pour les patients. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Moi, j'ai une question à te poser ouais. tout de suite, parce que le but, c'est qu'on échange. Tu parles alors, c'est assez fascinant sur le fait que le comportement, le changement du comportement est un point clé, donc c'est les comportements des citoyens ou des patients dont tu parles, et tu fais l'hypothèse que la mesure et la transparence sur la mesure changent le comportement. Bon, moi je travaille dans un domaine où on a un peu de mal parfois finalement à faire la démonstration de ce que tu avances. C'est-à-dire on a des patients par exemple qui, on leur donne de la mesure, mais ça ne leur change pas leur comportement. Et puis j'ai un cas particulier, c'est le mien par exemple. Moi j'ai plein d'applications pour perdre du poids et j'y arrive pas. Donc la question que je te pose, c'est est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il ne faut pas faire parfois l'intervention? Alors on entend beaucoup parler des nudges, notamment sur les changements de comportement. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que les nudges, c'est aussi l'orientation, et dans ce cas-là, le patient ou l'assuré peut se sentir manipulé. Donc tu es dans un dilemme. Donc ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième, c'est que tu soulignes que les systèmes de santé doivent en prendre conscience. On est à l'Académie de médecine. D'une certaine façon, c'est un peu le parent pauvre, ces changements de comportement, si je te comprends, sur les essais cliniques notamment. Donc comment tu dialogues avec les professionnels pour faire des essais cliniques, pour faire la démonstration de la preuve? Est-ce que c'est en France ou à l'international? Merci. Oui. Alors c'est vrai, la première question est très importante et il faut reconnaître qu'on n'y est pas arrivé. C'est-à-dire que alors là, on fait une étude aux États-Unis sur 1000 hypertendus qui ont un tensiomètre connecté. On voit qu'au bout d'un mois et demi, on leur a quand même fait perdre un pourcentage significatif de leur hypertension. Et comment? Pas uniquement parce qu'ils ont un tensiomètre, parce qu'on sait que même avec un tensiomètre, les gens ne se mesurent pas, c'est parce qu'on leur envoie des SMS 3 fois par semaine pour les inviter à se mesurer. S'ils ne se mesurent pas, on insiste un peu lourdement. On envoie aussi à côté des articles, alors suivant les personnes, soit par SMS, soit dans une application. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de populations qui ne sont pas en mesure d'installer une application sur un smartphone. Tout le monde a un smartphone, mais tout le monde ne sait pas installer et ouvrir un compte sur un smartphone. C'est pour ça qu'un certain nombre de nos produits sont cellulaires aujourd'hui. On les envoie directement depuis nos centres logistiques, on aide les patients à les déballer, et puis ils ont juste à monter dessus, quoi. Mais bon, pour répondre à la question, on a encore beaucoup à faire. Le type de contenu qu'il faut faire, est-ce qu'il faut faire des contenus de 3 lignes, est-ce qu'il faut faire des contenus d'une page, est-ce qu'il faut faire peur, est-ce qu'il ne faut pas faire peur, comment éviter que les gens deviennent hypocondriaques, etc. On est vraiment à l'aube de quelque chose. Alors, bien sûr, les large language models, les chat GPT-like, on regarde ça de très près parce que c'est quelque chose qui va nous permettre d'apprendre beaucoup là-dessus. Mais franchement, on observe un peu toutes les applications qu'il y a au niveau mondial, et je suis complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, on n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé, mais on sait que, voilà, on progresse, on est sur un chemin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est maintenant qu'il faut bosser. Si on ne bosse pas maintenant, comme je dis souvent au ministre de la Santé, Apple va venir vous voir dans 2 ans en vous demandant un chèque de 5 milliards pour faire économiser 10 milliards. Il aura les preuves à l'appui et vous signerez dans la seconde parce que vous n'aurez pas le choix. Donc il faut vraiment qu'on se mette au boulot, nous, ici en France. Alors, sur la deuxième question, les essais cliniques. Ouais. Les essais cliniques, donc, on est inclus dans à peu près, je sais pas, 140 ou 200 essais cliniques aujourd'hui, dont certains avec lesquels on ne travaille pas directement, mais un certain nombre qu'on suit de façon très précise. Aujourd'hui, on en a en France, on en a en Allemagne, on en a en Belgique, on en a aux États-Unis. Donc ça se fait assez facilement. La difficulté, c'est de faire un essai clinique qui soit vraiment dans l'objectif que j'essaye de vous décrire, qui est comment on invente une médecine qui soit une médecine de prévention, qu'elle soit primaire, secondaire ou tertiaire, en vie réelle. Et là-dessus, on participe à une étude qui s'appelle Hôtel-Dieu, donc qui est pilotée par l'Hôtel-Dieu, avec un certain nombre de startups,
comme Lifen, Implicity, etc., et WeThings, dont le but est justement de voir comment on crée un lien entre ce qui se passe à l'hôpital et les personnes qui retournent chez elles, comment on distribue l'information, comment on accompagne les médecins à prendre en compte ce suivi en vie réelle. Voilà. Alors, il y a aussi des initiatives qui sont absolument extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez suivi mon espace santé, mais mon espace santé, c'est arrivé à cause grâce au fait que 2 personnes qui ont, je sais pas, entre 30 et 40 ans, qui s'appellent Laura Letourneau et Dominique Ponce, ont donné 4 ans de leur vie, littéralement 4 ans de la vie, en bossant jour et nuit, en se disant à un moment donné, les planètes sont alignées, les politiques nous suivent, la technologie est là, on ne peut plus faire sans, et donc on va essayer de créer un groupe. Ils sont rentrés au ministère de la Santé, ils ont constitué une équipe, à la fin, ils étaient 70 personnes, ils ont bossé jour et nuit pendant 4 ans, pardon. Et si vous avez l'occasion, je vous invite à les interroger, c'est assez extraordinaire. Ils disent qu'ils ont été soutenus par tout le monde, y compris le président de la République, qui a fait un chèque de 3 milliards, qui a fait voter des évolutions de la loi pour que ça soit opt-in par défaut quand on crée l'espace santé et pas opt-out, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les Français, même s'ils sont râleurs, ils ont par défaut un espace santé ouvert. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'hôpitaux qui commencent à mettre les résultats des examens sur mon espace santé. Et quand vous voyez ça, vous dites, mais pourquoi on a attendu 2023 pour que ça fonctionne? C'est totalement incroyable. Et quand vous discutez avec eux, ils disent, en fait, on a été soutenu par tout le monde, mais on a eu un nombre de pots de banane invraisemblable à l'intérieur du ministère de la Santé. Parce que, en fait, on a appris à travers les années à être extrêmement prudent, et donc énormément de gens ont mis du béton armé pour éviter qu'il y ait des évolutions. Et donc il faut qu'on soit bien conscient de ça. Quand on essaye de changer quelque chose, on se prend des baffes toute la journée. Et c'est normal. C'est normal parce que il y a le scandale Servier, il y a le scandale machin, il y a le truc, etc. Donc on crée des commissions à chaque fois. Donc c'est de plus en plus compliqué. Moi, quand je vais voir le ministère de la Santé, il y a une personne, un ancien de chez nous qui est maintenant au ministère de la Santé. Il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui sont au ministère de la Santé. Donc ce sont des gens qui ont eu à gérer quelque chose, à s'assurer qu'à la fin du mois, ils avaient encore un peu d'argent, etc. Ils sont au ministère de la Santé, ils sont allés par conviction. Et quand vous les écoutez, vous dites, mais comment je fais pour aller à l'étape d'après? Ça, je ne peux pas te dire. Il y a une espèce de fragmentation aujourd'hui qui est absolument énorme. Alors, il y a une prise de conscience de cette fragmentation. Il y a une prise de conscience à travers des créations de choses comme l'Agence d'innovation en santé, etc. Mais il y a encore énormément de boulot et il va falloir qu'on y aille fort. Eric, merci beaucoup. On va terminer sur cette conclusion. Sur le ministère de la Santé. Je pense qu'il y a des représentants du ministère dans la salle qui pourront réagir, s'ils le souhaitent. Volontairement, on a laissé un peu finalement le thème de l'assurance et de la mutualisation de l'assurance de côté dans ton propos, pour justement laisser libre cours à la réflexion de nos 2 discutants. Donc Éric Chenu, qu'est-ce que ça t'évoque, tout ce que tu viens d'entendre? Merci Étienne, bonjour à toutes et à tous. Je m'inscrirai un peu dans le même état d'esprit qu'Éric Carrel à l'instant. C'est-à-dire qu'on peut appréhender la question de l'utilisation des données, des datas, de l'intelligence artificielle comme un risque. On peut aussi regarder les enjeux, mais surtout, il y a un élément dans notre pays, c'est qu'on ne regarde pas assez les risques à ne pas faire. Or, quand on croise ces 3 dimensions, les enjeux, les opportunités d'un côté, les risques, parce qu'ils existent, il faut évidemment avoir une approche éthique, déontologique dans l'utilisation des données, mais qu'on regarde aussi les risques à ne pas faire, en fait, on voit que très rationnellement, il faut engager les transformations qui sont à l'œuvre aujourd'hui. La transition numérique est engagée, y compris dans la santé, et c'est tant mieux. Je vais y revenir. Mais plus largement, il faut l'engager à destination de la population pour que la population comprenne que ça ne se fasse pas à l'insu de son plein gré et qu'ils en soient partie prenante, acteurs, actrices. Sinon, la défiance dans laquelle on est ne cessera de s'accentuer. Sur la protection sociale, dans son ensemble, que ce soit en santé, en prévoyance, en dépendance,
la question, finalement, elle réinterroge même le sens même de la protection sociale. C'est quoi la protection sociale? C'est quoi la mutualité? Ce sont des femmes et des hommes qui décident à un moment donné de mettre en commun des moyens, des ressources, via des cotisations, pour se protéger mutuellement aujourd'hui les uns les autres. C'est ça avant tout, les principes qui fondent notre système de protection sociale. Est-ce que c'est raisonnable, alors qu'on sait que par une utilisation éthique, déontologique des données, on pourrait faire des gains d'efficience, de continuer de se priver de ça? On n'accepterait pas que quelqu'un puisse bénéficier du dispositif sans payer de cotisation. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on n'a pas à réinterroger quant à l'utilisation des données pour faire en sorte que, dans le respect bien évidemment de la vie privée, mais il y ait quand même une utilisation plus accrue si ça permet d'éviter des soins redondants, si ça permet d'orienter la personne vers le bon soin en bon moment, d'éviter des pertes de chance, parce que c'est son intérêt à elle, mais c'est l'intérêt aussi de la collectivité. Or, dans un système de protection sociale socialisé comme le nôtre, par les cotisations sociales et fiscales que chacun y paye à la sécurité sociale, dans un système mutualisé comme le nôtre, au regard des couvertures qu'apportent les complémentaires, les mutuelles en particulier, est-ce qu'on peut durablement et raisonnablement se priver d'un levier de gain d'efficience considérable? Si on le fait, si on continue de se priver de ça, on continuera d'avoir un pilotage comptable de la santé, c'est ce qui nous met dans le mur depuis 30 ans, avec des arbitrages du type de ce que l'on a connu au dernier PLFSS 2023, c'est-à-dire où on s'aperçoit qu'il y a un sujet au regard du coût de la biologie dans notre pays ou de l'imagerie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du rabot comptable, c'est-à-dire qu'on dit on va baisser le prix du B, des lignes de biologie. La vie est belle sous Excel, hein. Mais en fait, ça ne règle rien, parce que ça ne réinterroge absolument pas la redondance d'un certain nombre d'actes de biologie. Or, aujourd'hui, Éric Carrel en parlait à l'instant, on a toutes ces informations, puisqu'elles sont déversées via mon espace de santé, on a la capacité d'accéder aux données, aux informations, on a la capacité avec des logiciels d'IA de pouvoir faire de l'aide à la prescription auprès des médecins, auprès des professionnels de santé, auprès des établissements. Et donc, soit on mise là-dessus pour transformer le système, c'est-à-dire arrêter de fonctionner par l'augmentation de la production d'actes, l'augmentation de la production de techniques, etc., mais essayer d'aller avec davantage d'efficience, sinon on aura une problématique majeure de soutenabilité, que ce soit la part assumée par l'assurance maladie ou que ce soit la part assumée par les complémentaires santé. Donc on a besoin de règles communes si on veut pouvoir avancer en la matière, mais on ne peut pas l'imposer. C'est-à-dire qu'il faut que ça se fasse dans la transparence, il faut que ça se fasse dans la démocratie, et donc ça suppose aussi de s'interroger à quelle est la place des assurés sociaux, de leurs représentants dans la gouvernance des données. Et là-dessus, on a un vrai sujet, un vrai enjeu qui est absolument essentiel. Et c'est vraiment le point de départ de la manière dont nous appréhendons ces sujets. Le risque que l'on estime, qui est le plus souvent partagé en matière d'utilisation des données, c'est que ça pourrait déconstruire totalement les solidarités. Tout dépend justement de la manière dont on va utiliser ces gains d'efficience. Si ça permet au contraire de renforcer les mutualisations, de renforcer le niveau de protection, c'est dans l'esprit, dans l'essence même de la pratique qu'on va déterminer l'usage. Et puis entre nous, l'individualisation du risque, c'est pas de l'assurance. Et qui plus est, ça a été testé au Royaume-Uni, ça a donné des catastrophes. Ça a donné des catastrophes parce que le jour où l'aléa se produit, si vous avez fait payer chacun à la hauteur de son risque, vous n'avez aucune capacité de mutualisation des risques.
de pouvoir financer l'aléa, et donc vous avez une catastrophe industrielle, une catastrophe économique. Donc je dirais que la mécanique de la peur, de la défiance en la matière n'est absolument pas pertinente. La question de l'utilisation des données, elle interroge aussi le type de société que l'on veut. Soit on reste dans nos standards, on va dire, européens de préservation de la liberté individuelle, d'un équilibre entre solidarité et responsabilité individuelle et collective, soit on bascule dans tout à fait autre chose, c'est-à-dire du suivi de comportement social, un peu à la chinoise, où pour pouvoir accéder aux services publics, accéder à un certain nombre de protections, etc., il faut être complètement conditionné et respecter les règles édictées, soit au contraire on mise sur l'intelligence individuelle collective, sur l'encapacitation des personnes, etc. Donc ça donnera un peu une tendance à la réponse qu'Étienne Mainviel ne m'a pas posée et qu'il a posée à Éric Carrel. Je ne suis pas un grand adepte du nudge. Je ne suis pas un grand adepte du nudge parce que, oui, je pense que c'est une forme de manipulation et que ça ne mise absolument pas sur l'intelligence comportementale et l'intelligence des personnes. Et je pense que le virage préventif, on ne le réussira que si, au contraire, on va chercher les personnes, on va vers les personnes, notamment les plus éloignées du système de santé, des approches de promotion de la santé, pour leur donner la capacité. Et là encore, les données peuvent être un formidable levier de réduction des inégalités. Parce qu'aujourd'hui, quand on élabore des dispositifs, des services de prévention, ce sont bien évidemment les mieux informés, les plus cultivés, les plus préoccupés par leur état de santé, qui viennent vers ces dispositifs. Les plus éloignés, ils ne vont pas vers le dépistage. Les plus éloignés, ils ne vont pas vers les programmes de prévention. Et donc, par une approche personnalisée, on peut aller vers ces personnes-là. Mais il faut le faire en pleine conscience, je dirais, d'une certaine façon. Sinon, on n'y arrivera pas. Et puis, dernier élément sur cette dimension-là, c'est dans la réinterrogation du sens même de la protection sociale. Finalement, c'est rompre avec une involution démocratique dans laquelle on est depuis une trentaine d'années, quels que soient les gouvernements. C'est qu'on a consciemment ou inconsciemment amené les femmes et les hommes dans notre pays à devenir des consommateurs de l'action publique, de devenir des consommateurs de la sécurité sociale, de la protection sociale. Or, à fonctionner de cette manière-là, ça induit forcément une forme de déresponsabilisation. Ça induit forcément une perception qu'on n'en a jamais pour son argent, et ça ne permet pas aux femmes et aux hommes de pouvoir s'élever vers leur pleine citoyenneté. Or, en matière de protection sociale, les fondements même de la sécurité sociale, de Pierre Larope, d'Ambroise Croizat, c'est un élément de responsabilité individuelle et collective. Sinon, la solidarité, elle ne peut pas fonctionner. Et donc, il est fondamental de pouvoir profiter de l'occasion sur l'utilisation des données, des datas, pour redonner du corps, redonner de la force à l'enjeu de la citoyenneté sociale. Faire en sorte qu'à un moment donné, pour que le système soit viable, il faut que, individuellement, collectivement, on y soit attentif. Sinon, on aura une vraie problématique de soutenabilité, et ça, c'est vraiment indispensable. Et on le fera d'autant plus, et on pourra le réussir d'autant plus, qu'on fera de la place dans la gouvernance des données aux citoyens, qu'on leur donnera la capacité d'évaluer la transparence quant à l'utilisation des données. Et puis, c'est faire en sorte, mais beaucoup des entreprises qui travaillent sur ce secteur-là le font d'ores et déjà, de manière plus systémique dans notre pays, associer les humanités, les sciences sociales à l'analyse et l'utilisation des données, parce qu'on sait qu'en ces matières-là, on a besoin d'une approche psychologique, sociologique, etc., anthropologique, pour pouvoir accompagner les transformations que ça induit. Il n'y a que comme ça qu'on pourra transformer les choses. Sur la prévention, aujourd'hui,
comment on fait de la prévention en santé publique dans notre pays? Par de l'approche populationnelle, essentiellement. Et là encore, si on veut pouvoir faire de la vraie bonne gestion du risque, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on hybride cette approche populationnelle qui est essentielle, qui est nécessaire, y compris dans son approche territorialisée. Mais il y a besoin de pouvoir y incorporer une dimension plus personnalisée. Pas de prédictivité, parce qu'aujourd'hui, on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut, mais on n'y est pas encore. On y sera probablement un jour, mais on n'y est pas encore. Par contre, on peut faire une approche personnalisée des parcours. On peut permettre à la personne de pouvoir bien se situer, et notamment par ce biais-là, de devenir actrice de son parcours de santé, et non sujet, voire objet de soins. Et ça, c'est fondamental. Mais il faut aussi qu'on ait la lucidité dans l'approche populationnelle et personnalisée que entre l'approche macro, où on va dire telle personne elle a 0,4% de risque de, ou telle personne elle a 80% de risque de, qu'en fait c'est biaisé. Et il faut y être très attentif, parce que dans la compréhension qu'en ont les gens, on peut amener là aussi à remettre de la défiance, parce que finalement c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'en fait, que la personne ait 0,4% de chance ou 80% de chance ou de risque d'avoir une pathologie ou d'en échapper, en fait, individuellement, c'est binaire. C'est 0 ou c'est 1. Soit la pathologie, elle survient, soit elle ne survient pas. Et il y a un vrai hiatus là entre... il y a un très bon podcast que je vous conseille, d'une journaliste de Radio France qui est atteinte par un cancer assez compliqué, assez agressif, etc., et qui parle de ça, qui dit « Moi, j'avais aucun des risques, mon comportement faisait que je devais échapper à tout ça, et pourtant je l'ai, pourquoi? Je ne comprends pas, etc. » Et cette dimension-là, c'est aussi quelque chose qui est essentiel si on veut pouvoir bien faire comprendre ce qu'est l'aléa. Or, la perception de l'aléa dans une société où on développe du progrès technique, technologique, scientifique, médical, c'est fondamental, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. C'est un enjeu essentiel dans un pays où on a constitutionnalisé le principe de précaution, et où ce principe de précaution, il a été mal compris par l'opinion, parce que mal porté, mal expliqué, et ça aboutit au fait qu'une partie de la population aujourd'hui estime qu'on devrait fonctionner sans aucun risque. Or, une société qui fonctionne sans risque, c'est une société qui se meurt, parce que du coup, elle ne se développe pas, elle ne se régénère pas, et on a une vraie difficulté. Pour finir, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quelques évolutions à venir qui vont être l'occasion de débats, et de débats intéressants. C'est la nouvelle réglementation européenne autour de la garantie humaine, qui va permettre de pouvoir se questionner sur la manière dont on va accompagner les usages primaires et secondaires en matière de données. Et donc, on doit faire de cette occasion-là un large débat pour la démocratie en santé, pour la démocratie sociale, démocratie participative, pour irriguer à la fois la démocratie politique, mais pour faire en sorte que l'ensemble de la population, acteurs économiques comme citoyens, les uns et les autres, se questionnent sur ces enjeux. Qu'on puisse déterminer ce que l'on décide de mettre en commun, comment on concourt individuellement, collectivement, à l'intérêt général, au bien commun de notre société. Ça questionne finalement la manière d'être ensemble dans la société, notre rapport aux autres. Les solidarités historiques au sein de la mutualité, c'était essentiellement des solidarités de personnes qui nous ressemblaient. Avant tout au sein d'une entreprise, au sein d'un territoire, au sein d'un champ socio-professionnel. Et puis petit à petit, on a évolué vers des solidarités qui nous rassemblent. On est passé de solidarité identitaire à des solidarités affinitaires. Et par les données, évidemment, ces questions sont éminemment re-questionnées. Il ne faut pas que l'utilisation des données puisse changer notre rapport à l'altérité, notre rapport aux autres. On a vu ô combien, avec la crise sanitaire,
que ça pouvait aller très vite. On a vu des comportements sociaux qu'on pensait pourtant dans une société apaisée, relativement courtoise, établie. On a vu que très vite, les choses pouvaient se déliter. On a vu toute l'importance dans la qualité des liens plutôt que dans l'accumulation des biens. Eh bien, c'est ces sujets-là qui sont éminemment devant nous. Et donc, à nous d'éclairer ces enjeux-là, ces débats-là, pour permettre aux gens d'être acteurs, pour permettre aux gens de pouvoir déterminer la manière dont ils souhaitent se protéger, eux et les autres, en permanence, et de trouver l'ensemble des leviers en matière de prévention, en matière de soins, en matière d'accompagnement. On a besoin de davantage de personnalisation dans les parcours, dans la prévention. Il faut par contre, en revanche, contrer l'individualisation des risques, mais parce que ça pourrait être absolument délétère pour le vivre ensemble, pour la protection sociale. En revanche, utiliser les données pour faire une meilleure gestion du risque, ça c'est l'intérêt collectif. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à porter, à expliquer. Moi, ma conviction profonde, c'est que dans un univers qui évolue profondément, c'est que l'avenir de l'assurance, c'est plutôt celui d'une assurance mutualisée, d'une assurance non lucrative. Sinon, dans ses fondamentaux, si l'approche n'est pas transparente, participative, démocratique et non lucrative, il y aura évidemment ceux qui iront chercher le bon risque et les autres. Et à un moment donné, si il y a un combat délétère en la matière, ça ne pourra là aussi que générer de la défiance. En conclusion, finalement, derrière tout ça, c'est vraiment la question du modèle de société qui se pose. Ce ne sont pas des questions techniques, technologiques ou scientifiques, mais c'est des questions éminemment politiques dans la manière dont on souhaite vivre ensemble, dans la manière dont on souhaite se protéger mutuellement les uns les autres aujourd'hui pour ensemble construire les solidarités de demain. Merci. Message très clair, juste sur le nudge. Pour ceux qui ne sauraient pas, nudge, c'est une technique d'orientation des choix et des comportements qui est dite douce, qui a été créée par deux chercheurs, un économiste, Richard Thaler, qui a eu le prix Nobel pas seulement pour ça, et Cass Sunstein, qui est un prof de droit à Harvard. C'est intéressant comme débat. J'ai vu Jean-Marc qui réagissait sur le fait de savoir si le nudge, qui est une technique très populaire maintenant en marketing, oriente et donc doit être acceptée parce que pour le bien de la personne, ou est-ce que c'est une technique manipulatoire? Et je ne résiste pas au plaisir, je m'excuse parce que c'est une anecdote qu'on entend souvent, mais le cas souvent avancé sur le nudge, c'est les toilettes d'Amsterdam hommes. Nous, les hommes, nous avons beaucoup de qualités, mais nous ne sommes peut-être pas toujours très rationnels quand nous allons aux toilettes. Et donc, ils ont constaté qu'il y avait certainement à gagner en termes de propreté des toilettes hommes. Et le nudge a consisté à mettre une mouche au bas de la cuvette des toilettes hommes, parce que nous, les hommes, nous sommes aussi, avec la qualité principale, c'est que nous sommes très ludiques. Et donc, ça a apporté un gain très appréciable, puisque ça a baissé de 60% en fait les coûts de nettoyage des toilettes hommes à l'aéroport d'Amsterdam, ce qui a été quand même un élément très apprécié en termes budgétaires. Et donc, c'est une présentation du nudge évidemment un peu rapide, mais qui montre qu'il y a cet aspect de changement des comportements doux. Voilà, sur ça, avec une transition qui n'est pas aisée, je te passe la parole, Thierry, pour avoir ton point de vue. Oui, merci Étienne. Bonjour à tous. Comme le sujet de ce matin, c'était à la fois les données, mais aussi l'assurance, et comme le leur tourne un peu sous forme de checklist, je voudrais partager avec vous quelles sont quelque part les problématiques qu'on a adressées en tant qu'assureur. Et peut-être rétablir un certain nombre de vérités sur le sujet, parce que c'est une matière qui est mal connue, qui est souvent stigmatisée et caricaturée. La première chose que je voudrais rappeler, puisqu'on parle beaucoup de la question de la sélection, c'est que la question de la sélection en assurance santé en France n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'elle est interdite. Il n'y a pas de sélection à l'entrée, on n'a pas le droit de résilier les contrats quand les gens sont malades, et l'essentiel des couvertures se font sous forme collective à travers les entreprises. Donc la question de la sélection du risque en assurance santé n'existe pas en France. On met souvent ça en avant, c'est un faux problème pour ne pas s'adresser aux vrais problèmes,
qu'Éric que les deux Éric d'ailleurs ont développé tout à l'heure. C'est important de le dire parce qu'on se réfugie derrière des affirmations fausses pour ne pas rentrer dans les vrais sujets. La deuxième chose, on nous dit, nous assureurs, on veut payer le moins possible. Mais c'est absurde, notre métier c'est de payer des prestations. S'il n'y a plus de prestations, il n'y aurait plus d'assureurs. Donc nous, notre volonté, c'est pas de payer moins de prestations, c'est de payer des prestations au vrai prix. Et je vais prendre deux exemples pour illustrer ce que je viens de dire. À la fois dans un sens et dans l'autre. Le vrai prix, c'est de payer ni trop, ni trop peu. Vous le savez ou vous ne savez pas, en France, un opticien vit bien en vendant 2,5 paires de lunettes par jour. Est-ce que c'est légitime de payer aussi cher quelque chose d'aussi banal que les lunettes? Les marges sur les lunettes, aujourd'hui, sont totalement disproportionnées avec le service rendu. Et pour autant, parce qu'il y a toute une série de raisons que je ne développerai pas ici, tout le monde s'en accommode très bien. Réciproquement, tout le monde sait très bien que payer le loyer d'un cabinet médical dans le 6e arrondissement de Paris ou dans le fin fond de la Creuse ou de la Corrèze, ce n'est pas du tout la même chose. Pour autant, le tarif de responsabilité pour un médecin va être le même au cœur de Paris et dans un département rural. La sécurité sociale ne sait pas gérer ça. Nous, assureurs, nous savons le faire avec des cotisations différenciées. Et le niveau de vie d'un Parisien permet de payer le loyer d'un cabinet médical dans Paris, là où le revenu modeste d'un ouvrier agricole dans la Creuse ne permet pas de compenser ou de mutualiser les coûts de la médecine parisienne ou niçoise ou lyonnaise ou les grandes villes, comme vous voulez. Donc en fait, il y a forcément une complémentarité entre un régime de sécurité sociale qui met tout le monde sous la même toise et des réalités de terrain qui nécessitent d'être beaucoup plus flexibles. Nous, ce qu'on cherche à apporter en tant que complémentaire, c'est de payer ni trop ni trop peu, mais de payer le juste prix en fonction des prestations rendues. C'est le cas aussi des médicaments. On sait qu'il y a un certain nombre de médicaments qui ne sont pas disponibles en France parce qu'en France, il n'y a pas de rentabilité pour les labos à les vendre à ce prix-là. On n'a plus aujourd'hui sur un certain nombre de médicaments les meilleurs médicaments disponibles, simplement parce qu'il faut que tout le monde rentre sous la même toise. Et l'intérêt des assurances, c'est précisément d'accompagner ce genre de choses. Troisièmement, on dit les assureurs sélectionnent leurs assurés. C'est faux. C'est les assurés qui sélectionnent leurs assureurs. En réalité, dans un marché libéral, c'est l'assuré qui choisit son assureur et ce n'est pas l'assureur qui choisit son assuré. Et comment est-ce que l'assuré choisit son assureur? Il choisit l'assureur qui lui offre généralement le tarif le plus bas. Le tarif le plus bas, c'est celui qui va le mieux correspondre à son risque. Et donc la question, c'est de savoir comment on organise des mécanismes de place pour éviter qu'au fond, les assurés soient eux-mêmes le moteur de la sélection. Le vrai moteur de la sélection, ce n'est pas les assureurs, le vrai moteur de la sélection, ce sont les assurés. Et des solutions existent à cet égard, et pas dans le domaine de la santé, mais dans d'autres domaines qui alimentent l'actualité. Je vais en citer deux. Le premier, c'est les catastrophes naturelles. Aujourd'hui, avec les problèmes de sécheresse, les maisons qui se fissurent, on mutualise entre les assureurs ce risque de la sécheresse. On mutualise entre assureurs le risque des jeunes conducteurs. On sait que les jeunes garçons de 18 ans sont à peu près inassurables. En tout cas, ils sont incapables de payer le prix de leur risque. Et on le mutualise sur la place en acceptant chacun de perdre de l'argent sur les jeunes conducteurs et en prenant chacun notre part de marché. De la même façon, sur une question qui est plus proche des questions de santé, les assurances emprunteurs, le droit à l'oubli, la convention AREAS, là aussi, il y a des dispositifs qui ont été mis en place entre les assureurs pour faire en sorte que chacun ne sélectionne pas les risques et accepte de manière aléatoire et aveugle de porter sa part de risque aggravé. Donc je pense que cette logique du fait que ce sont les assurés qui sélectionnent les assureurs et pas les assureurs qui sélectionnent les assurés n'est pas forcément bien comprise et c'est important de le dire. Quatrième point, c'est les transferts de charges auxquels on assiste depuis quelques années. Si on prend ce qui s'appelait au départ le reste à charge zéro et qui est devenu ensuite le 100% santé, et qu'on y ajoute ce qui est dans les tuyaux, entre le début du reste à charge zéro et ce qui va se passer en 2024, c'est entre 3,5 milliards et 4 milliards d'euros de charges qui vont être transférées ou mis à charge des complémentaires santé versus la sécurité sociale. Donc on n'est pas sur l'épaisseur de trait, on est sur des sommes qui sont extrêmement importantes. Et au fond, on voit bien que la logique qui a été mise à un moment sur la table du 100% sécu ne marche pas, simplement parce que financièrement, ça ne marche pas. Et à partir du moment où on reconnaît, c'était dans le rapport Chadlat de 2003, pour ceux qui s'en souviennent, qui reconnaissait de toute façon le caractère indispensable du système à 2 étages tel qu'il est installé en France. C'est assez absurde d'avoir des acteurs qui se regardent en chien de faïence, la sécurité sociale d'un côté et les complémentaires de l'autre. Et pour reprendre la formule de l'antépénultième
prédécesseur d'Éric, qui disait en France, on est formidable, et puisqu'on est dans une ancienne scientifique, on est dans un système dans lequel 1 plus 1 égale 0. C'est-à-dire que ce que sait faire la Sécu, plus ce que sait faire les complémentaires, non seulement ne s'ajoute pas, mais se soustrait, puisqu'en réalité, on travaille l'un contre l'autre au lieu de travailler l'un avec l'autre. Au passage, d'ailleurs, je souligne cette petite paramètre de l'équation que tout le monde n'a pas forcément bien en tête, l'État perçoit 15% de taxes sur les complémentaires santé. Donc vous voyez, 4 milliards de transferts, ce que ça représente comme rentrée fiscale pour l'État au passage, rentrée fiscale qui naturellement ne profite pas au monde de la santé ou de manière indirecte. Tout ça pour dire qu'on est aujourd'hui dans une logique qui est purement comptable, et le dernier transfert de charge de 500 millions, au fond, si S&P n'avait pas mis de pression sur la dette de la France, on n'aurait probablement rien fait. Donc aujourd'hui, en fait, la politique de santé est quelque part dictée par la pression des agences de notation sur la dette de la France. C'est une approche de la santé que je trouve assez réductrice, parce que je trouve que ce serait plus intéressant de s'intéresser plutôt au confort des gens avant de regarder les aspects comptables. Vous le savez probablement, parce que vous êtes plus éruditement en matière de santé. En France, on est un peu les champions du monde de l'espérance de vie tout court, mais on est très médiocre sur l'espérance de vie en bonne santé. On a une espérance de vie en France qui tourne autour de 84 ans, une espérance de vie en bonne santé autour de 62 ans. Donc on est les champions du monde de l'espérance de vie en mauvaise santé. Ce qui est, dit comme ça, un peu caricatural, un peu agressif, mais le problème n'a jamais été posé en ces termes. Et je crois que c'est plus comme ça qu'il faut le regarder qu'en termes budgétaires, et de savoir si les 500 millions ils doivent être payés d'un côté ou de l'autre à la fin de la journée. Ce qui est important, c'est que les gens vivent plus confortablement, en amont des pathologies avec des comportements qui leur permettent de les minimiser, ou en aval des pathologies pour qu'ils se rétablissent et qu'ils vivent avec leurs pathologies de la manière la plus confortable possible, parce qu'en France, le problème existe aussi bien en amont qu'en aval. Et on parle de ce qui se passe aux États-Unis. La manière dont on suit les patients en aval est très différente, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, entre la France et les États-Unis. Au-delà de ces aspects purement médicaux, sur des aspects plus psychologiques, et que je crois que ce qui a été dit, le premier problème, c'est de convaincre les gens qu'il est nécessaire de prendre soin de sa santé. Et ce problème de la conviction, il est absolument central. Éric l'a très bien développé, Éric Carrel l'a très bien développé tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Et sur cette question de la conviction, là aussi, il est complètement utopique de dire qu'un seul acteur va être capable de le faire tout seul. Il faut que tout le monde s'y mette, que toutes les parties prenantes s'y mettent. Bien sûr, les prestataires de santé, c'est une évidence, la sécurité sociale, les assureurs, les employeurs, les associations, tous les acteurs avec qui les patients peuvent être en relation. Mais il y a une différence fondamentale entre la sécurité sociale et tous les autres intervenants que j'ai pu citer, c'est que pour tous les autres intervenants en dehors de la sécurité sociale, d'abord on connaît les gens par leur nom et pas par leur numéro, et ensuite les gens nous ont choisis là où la sécurité sociale nous a été imposée. Donc je pense que le fait que la sécurité sociale aujourd'hui dénie à tous les autres acteurs cette responsabilité dans la sensibilisation et l'accompagnement des patients est stérile. Avant-dernier point sur lequel je voudrais insister, et je vais très vite, c'est comment responsabiliser sans exclure. Il est important de responsabiliser et il est important de ne pas exclure. Là-dessus, c'est assez... je vais être un peu provocateur et je vais faire un peu de mauvais esprit, mais le principe du ticket modérateur, c'était quand même de responsabiliser les gens en partie face à leurs problèmes de santé, et les contrats responsables ont pour obligation de prendre 100% du ticket modérateur. C'est-à-dire qu'au fond, la vocation du contrat responsable, c'est de déresponsabiliser les gens. Ce qui est quand même quelque part un peu cocasse. Alors je sais que c'est un sujet délicat, mais au fond, quand on regarde les choses, que ce soit en domaine de santé, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de comportement, le seul signal qui marche, c'est le signal prix. On l'a vu sur le tabac, on l'a vu sur l'essence, on l'a vu sur un certain nombre de sujets. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on utilise ce levier du signal prix pour changer les comportements, parce qu'en réalité, à la fin de la journée, le seul truc qui marche vraiment, c'est le signal prix. Et puis le dernier point, c'est sur le progrès. Au fond, l'histoire de l'humanité a montré que tout ce que la science permettait, le droit finit tôt ou tard par l'autoriser. Et la question, c'est est-ce qu'on laisse les autres pays du monde, les États-Unis, la Chine ou les autres, avancer sur la science en résistant, sachant que la barrière tombera tôt ou tard. Et si on n'a pas développé des technologies françaises, sur la base de données d'ailleurs qui doivent être anonymisées, qui peuvent être collectives, en encadrant tout ça comme il le faut, est-ce qu'au fond, on accepte de prendre du retard pour un jour ou l'autre monter dans le train des étrangers qui, eux, auront avancé,
où est-ce qu'on se donne les moyens en France d'être à la pointe sur ces questions. Voilà rapidement les points que je voulais partager ce matin. Merci beaucoup. Il y a maintenant la discussion est ouverte dans la salle sur des réactions. Il y a Jean-Marc Aubert. Jean-Marc et puis Karine. Jean-Marc, je t'en prie. Alors, comme j'ai été interpellé tout à l'heure, et après je poserai deux autres questions, mais juste sur les nudges, je rappelle qu'on paye tous notre assurance grâce à un nudge. Hein. Donc, c'est le premier nudge qui a été popularisé dans le marketing, c'est le fait de ne jamais se poser la question de ne pas en voir en fin de période la nécessité de payer l'assurance pour l'année suivante. Et la deuxième chose, c'est le fait d'avoir créé du prélèvement automatique au lieu d'envoyer un chèque chaque année à son assurance. C'est deux nudges très connus, mis en exemple. Voilà. Et donc, nous sommes finalement dans une situation où on a le droit de payer son assurance avec un nudge et on n'aurait pas le droit de faire de la prévention avec un nudge. Je pense que c'est ce qui n'est pas compris en France. Je pense que c'est d'avoir expliqué que le passeport Covid était un nudge. Le passeport Covid n'était pas un nudge, c'était un truc à la française. Ça veut dire vous avez le droit de rien faire et sinon vous devez avoir votre passeport Covid, sinon vous avez le droit de rien faire. C'était ça le passeport Covid, c'est pas un nudge. Vous pourriez en discuter avec les gens qui ont inventé ça. Et on utilise beaucoup de nudge en France. Hein. Dans la donation des organes, c'est des nudges et c'est des pays qui ont mis ça en place pour des nudges et on n'a fait que recopier ce qu'ont fait les autres, ce qui est très bien. Et donc je pense qu'à un moment il va falloir qu'on s'ouvre. Pourquoi ? Parce que tout ça vient de l'étude de la psychologie qui, pour le changement de comportement auquel nous a appelé Eric, est au moins aussi important que d'avoir les moyens techniques. Ça veut dire comprendre comment on peut se changer. Parce que, et c'est peut-être pour ça que moi j'avais une question à Eric, c'est finalement l'évolution actuelle des pathologies chroniques, elle vient de changements fondamentaux de nos comportements collectifs, qui est grosso modo la consommation ou non, et la baisse ou non de la consommation de tabac et d'alcool, grosso modo, et par ailleurs le rapport entre nourriture et exercice physique. Je vais l'appeler comme ça parce que c'est assez compliqué. Le reste, si vous voulez, bon, on en parle beaucoup, on en parle d'ailleurs souvent beaucoup plus que le reste, mais l'impact, il est faible. La réalité des pathologies chroniques américaines, c'est que le taux d'obésité, par exemple, aux âges faibles, a énormément augmenté en peu d'années. Et la différence, et pourquoi la France va arriver un jour comme aux États-Unis, c'est qu'on voit en France, c'est-à-dire l'âge, par exemple, à laquelle il y a 10% d'obèses, c'était au début des années 2000, au-delà de 50 ans, et ça baisse. Et je crois qu'on est passé en dessous de 35 ans, et ça va continuer. Excusez-moi, ce n'est pas totalement précis, je regarderai les dernières données, mais ça continue. Et c'est ça qui fait qu'on a des pathologies chroniques, et c'est donc un changement profond de comportement de notre population lié à plein de choses, à plein de nudges aussi, pas que à des choses conscientes. Le fait que, par exemple, c'est facile pour les parents d'aller déposer leur enfant à l'école en voiture plutôt que de l'envoyer à pied. Donc ça, c'est une première question. C'est comment on peut espérer qu'un nudge, parce que c'est un nudge d'envoyer des données tous les jours aux gens, c'est aussi considéré comme un nudge, comment on peut espérer que finalement, qu'est-ce qui va faire dans les outils qu'on va faire, qu'on va réussir à se battre contre ce changement de comportement général. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, parce que je trouve que c'est très intéressant, ce que disait Thierry aussi et Eric sur l'assurance. Aux États-Unis, les assureurs ont accès à énormément de données. Il n'y a pas de sélection des risques parce que c'est interdit aussi. En revanche, la question qui m'intéresse, c'est qu'en ayant discuté avec des gens, des observateurs du marché américain, y compris des assureurs américains non lucratifs, ils disent le problème c'est l'intérêt à agir. Quel est l'intérêt à agir? Parce que c'est très compliqué de changer des comportements, ça demande probablement beaucoup de travail et de moyens, et finalement l'augmentation de la dépense de soins pour un assureur, c'est pas si mal que ça si tout le marché augmente. On voit bien d'ailleurs les difficultés qu'il y a eu avec la grande période du care management aux États-Unis qui s'est un peu calmée parce que finalement les assureurs n'ont pas trouvé un intérêt démentiel.
Et là, le dernier point sur l'ouverture de la donnée de santé, moi je pense que le problème, ce n'est pas la population. Hein, nous, on travaille dans le monde entier, chez Acuvia, on utilise des données de santé dans le monde entier. Les gens, quand vous leur expliquez à quoi servent la donnée, ils sont assez volontaires. Le problème, c'est la capacité, finalement, des corps intermédiaires. Je vais les appeler comme ça, mais souvent, c'est plutôt des groupuscules intermédiaires, des gens qui ont un intérêt à ne pas faire, à accepter. Et finalement, ça rejoint, je trouve, la question d'Éric, qui expliquait au début qu'en France, on a une courbe d'adoption assez particulière. Je me demande si le problème de la donnée de santé, ce n'est pas la même chose. Finalement, il y a une pression pour ne pas faire, et puis à un moment, ça explose, parce que Google ou Apple le fera à notre place. Et je me demande si on n'a pas le même problème sur la donnée de santé. Pas mal de questions. Quelqu'un qui a une idée de comment changer ça, ça serait bien. Des réponses, si possible, assez courtes pour laisser après les... Alors, je répondrai rapidement à la première question. Comme je disais, on n'a pas la réponse. C'est un travail à faire. Ce qu'on voit, c'est qu'en prévention tertiaire, il y a des choses qui commencent à fonctionner parce qu'il y a une prise de conscience que c'est très important pour la personne à travers les données. Je le disais tout à l'heure dans l'exemple sur l'hypertension. Et au fond, là où je vous rejoins tout à fait, c'est si on n'a qu'une chose à dire à une personne, et ça on l'a montré, c'est marche. Et donc comment on fait en sorte que les gens marchent. Et donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses à expérimenter. On peut marcher seul, on peut marcher en groupe, on peut être encouragé à marcher. Moi, juste un exemple, je me souviens d'avoir été, ma famille, horrifiée parce qu'on avait permis que nos balances tweetent le poids. Et mais vous êtes complètement débile, c'est n'importe quoi. Et en fait, il y a une jeune femme américaine qui est allée témoigner à la télévision que, en fait, ça l'aidait parce qu'elle savait que ses amis allaient lui envoyer un encouragement en disant, ben voilà, super. Et donc, ça l'aidait à aller marcher, ça l'aidait à aller courir, etc. Donc, il y a des choses à inventer. On ne les a pas encore inventées, mais c'est un travail. Oui, alors très rapidement sur le nudge, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Déjà, je pense qu'il ne faut pas faire passer sous la formulation de nudge des simplicités d'usage. Sur les reconductions, la tacite reconduction, on a quand même l'obligation annuelle d'informer les adhérents. Donc, ce n'est pas tout à fait de même nature. Moi, ce que je conteste dans le nudge, c'est quand le nudge n'explicite pas sa finalité. Par exemple, quand une commune aménage l'espace urbain pour permettre aux personnes âgées de continuer à marcher en mettant en place des bancs, des endroits pour pouvoir se reposer, etc., parce qu'on sait qu'elles ne vont pas pouvoir marcher pendant 2 km sans faire de pause, mais que c'est clairement affirmé et affiché par la commune, par le CCS, comme une démarche pour faciliter l'activité physique, etc., même si c'est une forme de nudge, ça me va très bien. En fait, toute la question, c'est est-ce qu'on mise et est-ce qu'on est transparent quant aux finalités et est-ce qu'on mise sur l'intelligence individuelle et collective. Voilà, ce qui me pose un souci, c'est quand les intentions ne sont pas partagées, parce que je pense que ça mine la confiance, et ce qui mine la confiance mine la démocratie. En fait, j'ai beaucoup été interpellé par ce qu'Éric a dit sur la durée d'accompagnement pour garantir l'adoption. Et je trouve qu'effectivement, cette question de l'adoption, elle est tout à fait centrale. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas fait l'objet d'études scientifiques. Et quand je dis scientifique, je pense autant sciences dures que sciences molles. Et si on fait une comparaison, quand on regarde par exemple les outils d'aide au déplacement et à la mobilité, voilà. Uber, tout le monde l'a adopté très vite parce que c'est une solution qui est fonctionnelle. Ça résout un problème qui ne pose pas de question de rapport à soi-même. Quand on passe dans la santé, tout le monde est ambivalent. Les citoyens sont ambivalents parce qu'on n'a pas forcément envie tous les jours d'avoir une application qui vous dit tu as trop mangé, tu n'as pas assez bien fait ceci, bien cela, donc un petit côté culpabilisant. Enfin, en tout cas, ça nécessite une éducation. Les professionnels de santé, c'est pareil, n'ont pas forcément envie naturellement d'adopter ces solutions qui changent leur pratique, qui changent leur rapport à leur métier. Et donc, voilà, j'aimerais savoir où on en est aujourd'hui sur des travaux de recherche et puis ensuite la mise en œuvre de mécanismes d'accompagnement qui permettraient
de faire ces changements de comportement qui, d'un côté, sont essentiels, mais dont on voit qu'ils ne sont pas si naturels et simples que ça. Tu veux réagir? Moi, je peux dire juste mon expérience modestement. Je me glisse dans la démarche sur les... On mène, par exemple, des travaux sur les motivations à suivre les traitements en oncologie. Vous savez qu'il y a 20 à 25% de non-compliance de la part des patients, toutes situations confondues, c'est-à-dire que avec des pertes de chance immédiates. Dans certains cas, on sait que dans les questionnaires, le déclaratif, les patients ne disent pas la vérité. Dans beaucoup de cas, ils ne vont pas dire « je ne suis pas mon traitement » et je ne porte pas de jugement de valeur. La difficulté qu'on a sur ces recherches, c'est que les construits autour de ces aspects de motivation sont très très fragiles. C'est vraiment c'est un peu du sable en permanence, et en plus c'est très situé, c'est-à-dire que tu peux être motivé le lundi matin à 9h et à 9h40 être totalement négatif dans ta manière de voir la vie parce que tu as eu une mauvaise nouvelle entre-temps. Donc on a beaucoup de difficultés à l'heure actuelle à avoir des phénomènes stables en fait sur les comportements, la motivation, si on veut passer dans la démonstration de la preuve. Parce qu'après, il y a tous les questionnaires sur, par exemple, les traits de personnalité, les Big Five ou autres, où c'est très populaire, mais en fait, on sait scientifiquement que ça a quand même beaucoup de limites à l'heure actuelle quand on essaye de fonder une stratégie de changement de comportement par rapport à ça. Moi, je vais témoigner de 2 expériences qu'on a menées dans le monde mutualiste. Dans la mutuelle où j'exerçais précédemment à la MGN, une en partenariat avec mon stade, ex-clinique Prosport, sur finalement comment on accompagne des patients qui ont rencontré un accident vasculaire, des problématiques cardiaques importantes. Aujourd'hui, ils sont pris en charge dans le cadre de SSR, SMR pendant un certain nombre de semaines, 3 à 4 semaines. Et nous, on a fait le test de manière expérimentale pour démontrer que cette durée, elle est beaucoup trop courte pour pouvoir engager des modifications de comportement durables. Et donc, on a travaillé avec des établissements pour que, quand le protocole visait 4 semaines, on le ramène à 3 semaines, et qu'avec le budget équivalent de la 4e semaine, on mette en place un accompagnement sur 4 mois, donc qui n'est pas du tout un accompagnement en hospitalisation de temps plein, même en hospitalisation de jour. On voit il y a un contact avec les gens 3 fois par semaine, 2 fois en présentiel, 1 fois en distanciel, pour installer dans la durée des transformations de comportement par la pratique de l'activité physique, par des évolutions alimentaires, du conditionnement, du coaching, de l'empowerment, etc., etc. Ça amène des changements de comportement durables. En revanche, je rejoins Eric Carrel, s'il n'y a pas des piqûres de rappel, on va dire au bout de 6 mois, au bout d'1 an, petit à petit, ça s'étiole et on revient quand même au comportement précédent. Donc il y a un vrai sujet et il faut vraiment qu'on continue de travailler sur ces enjeux-là pour que l'inscription soit durable. Et on a fait, dans le programme Vive Optime, où on accompagne un peu plus de 45 000 patients, là aussi, au début, quand on avait lancé ce programme, donc c'est sur les maladies cardiovasculaires, on pensait être en accompagnement des gens pour 2 ans, et puis que, bon, voilà, une fois que les habitudes seraient prises, c'est bon. Et en fait, on s'est aperçu, après les 2 premières années, que alors les gens, étaient demandeurs de continuer d'être accompagnés, donc ça c'est plutôt positif, mais surtout que si on ne leur proposait pas cet accompagnement, là aussi il y avait un recul dans la durabilité de l'évolution des bonnes pratiques. Donc il y a un vrai sujet, il faut continuer à y travailler en hybridation des sciences dures avec l'ensemble des humanités pour qu'on continue à mieux comprendre, mieux appréhender et trouver les bonnes solutions pour accompagner les gens. Oui, pour prendre un autre témoignage en complément de celui d'Éric, moi je pense que c'est indispensable qu'on travaille la main dans la main avec les professionnels de santé et avec les médecins. On a mené un certain nombre d'expérimentations
sur le terrain qui ont été très probantes. Et là, je rejoindrai ce que disait Eric tout à l'heure. À chaque fois qu'on a fait la preuve que ça marchait, un dialogue constructif entre les professionnels de santé, les assureurs, la sécurité sociale a fait en sorte que ça s'arrête. Mais je vais prendre très concrètement un autre exemple qui était le sevrage au benzodiazépine. On a fait une expérimentation très concrète où on a réduit la consommation et la dépendance aux somnifères d'à peu près 70%. Et ça, c'était par une démarche partenariale de suivi dans le temps entre médecins et assureurs dans une démarche construite. Il faut donner aux médecins les moyens de mener ces politiques. Donc il y a des choses qui sont possibles, mais le financeur ne peut jamais être considéré comme l'influenceur ou le tiers de confiance. Il faut qu'il y ait des gens qui, psychologiquement, conduisent les patients à changer leur comportement et à améliorer leur confort de vie. Donc il faut à la fois des tiers de confiance et des bénéfices perçus par les gens, parce que sinon, comme le disait Eric, les gens se découragent au bout d'un certain temps. Mais des choses sont possibles. Pour ça, il faut sortir de l'approche comptable. Jean-Marie, un spécialiste de la prévention. Quand Jean-Marie Cohen, en fait, deux questions différentes. La première, donc, au Conseil de la santé publique nous dit, en fait, la prévention, elle doit être évaluée. Ma question, c'est, OK, comment on fait? Quand on regarde les essais cliniques qui évaluent des actes de soins, les patients, ils doivent être volontaires, signer plein de trucs, dire oui plein de fois. Ils doivent être relativement bien portants et donc avoir juste un cancer précis. Or, la plupart des gens cancéreux, ils sont âgés avec plusieurs pathologies et donc ils ne ressemblent pas du tout aux patients qui ont été inclus. Donc, comment on fait avec la prévention? En fait, qu'est-ce que vous recommandez? Et puis là, deuxième question, il se trouve que je suis médecin généraliste. Si vous aviez le pouvoir d'influencer leur évolution, en fait, comment vous voudriez qu'ils évoluent? Utiliser quoi? J'ai pas entendu. Les médecins généralistes. Et comment utiliser le... Oui, les médecins généralistes, comment est-ce que vous aimeriez qu'ils changent pour être plus actifs dans la prévention à vos côtés? Eric, pour commencer. Oui, en fait, sur cette question de prévention et comment le médecin peut évoluer, je pense que il y a Eric Topol qui a écrit un bouquin qui est assez intéressant là-dessus, que vous connaissez probablement, où il dit n'ayez pas peur, justement tout ce qui est en train de se passer fait en sorte que la vie du médecin va être de revenir dans ce rôle d'accompagnement. Mais là, il faut reconnaître qu'on est dans une zone transitoire, c'est-à-dire que quand on est entre deux, c'est toujours le bordel, quoi. C'est-à-dire que les outils sont pas prêts. C'est comme comme vous disiez à vos parents il y a quelque temps d'utiliser Internet. Ils disaient c'est pas possible, ce truc, c'est un outil. Et aujourd'hui, les personnes utilisent un iPad très facilement. Et donc, faut reconnaître que quand on est entre deux, il faut avoir un peu de courage pour dire les choses vont aller dans le bon sens et on a besoin de gens pour participer. Sur l'étude clinique. C'est une très bonne question et on voit que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est que on doit prendre en compte des données qui ne sont pas liées à des études cliniques au sens où on le faisait par le passé, c'est-à-dire dire on va mettre en place une étude clinique officielle, etc. On essaye d'utiliser des données de façon rétrospective et de faire des études là-dessus en essayant, comme on peut, de se dire qu'est-ce qu'on a comme labellisation qui est à peu près correcte. Il y a un point important aussi, et ça je rejoins, je crois Eric qui disait ça tout à l'heure, en fait à la fin, ou non c'était peut-être Thierry plutôt, à la fin on parle d'argent dans le domaine de la santé. Moi j'ai été surpris parce que on essayait d'expliquer l'intérêt santé, mais aux États-Unis, vous parlez de l'économie que vous faites. Et en France, maintenant, je me bats avec le ministère de la Santé. Moi, vous savez, la démarche va d'abord montrer l'apport au niveau du système de soins à la Haute Autorité de Santé, puis après, tu viendras discuter du coût. En fait, si on fait ça, on s'en sort jamais, parce que vous n'imaginez pas les guerres de chapelle pour essayer d'expliquer que vous améliorez le soin. À partir du moment où on améliore le coût, en fait, on améliore le soin aussi. C'est-à-dire que si il y a moins de dépenses de santé, c'est quelque part qu'on a amélioré le coût. Et donc, il y a un travail à faire aujourd'hui qui commence en fait par la prévention tertiaire. Parce que la prévention tertiaire, l'avantage,
c'est que les gens, ils sont déjà malades, ils ont fait un cancer, un CHF, une maladie rénale, etc. Et là, on sait que le taux de rechute sur certaines maladies est extrêmement rapide, et donc du coup, on arrive à montrer l'efficacité financière rapidement. Et donc, moi, commence à être très pragmatique, après avoir été un peu trop rêveur, c'est dire, ouais, voilà, il faut parler de sous, et il faut commencer par les cas graves, parce que là, on arrive à démontrer plus rapidement, sinon on va en reparler pendant 10 ans, quoi. Moi, je partage. Il y a évidemment les conditions de randomisation des études cliniques, etc. Mais il faut vraiment qu'on se muscle dans notre pays sur la capacité à évaluer de manière médico-économique un certain nombre de choix. Sinon, on procrastinera pour déclencher puissamment le virage préventif, pour dire là-dessus, ça vaut le coup d'investir, c'est-à-dire dans un premier temps de dépenser plus, pour dépenser mieux, pour faire en sorte que derrière, personne n'a été capable au niveau international dans la littérature de démontrer vie entière que la prévention engendrait une économie. En revanche, pour reprendre un des points qu'a soulevé Thierry tout à l'heure, on sait qu'on peut permettre aux gens de vivre mieux plus longtemps. Donc même si les pathologies surviennent plus tard, c'est autant d'années de gagner, d'années de bien-être physique, psychique, social, environnemental pour chacun, pour chacune. Et même si au bout du bout, il y a de la dépense, de toute façon la dépense elle durera moins longtemps, mais surtout eux, ils auront gagné en qualité de vie. Donc c'est de toute façon un investissement pertinent, utile et efficient. Mais pour pouvoir faire en sorte que les décideurs, la puissance publique, les praticiens ou les établissements de santé, les assurés sociaux, que tout le monde aille dans le même sens, ça suppose que tout cela puisse être davantage documenté. Et sur votre deuxième question, pour moi, ce qui me semblerait intéressant et important, c'est que les médecins généralistes puissent disposer via des applicatifs d'éléments qui vont leur permettre de faciliter l'appropriation de l'ensemble des données dont ils vont disposer, via mon espace de santé, via les outils connectés, pour être dans ce rôle de médiation qu'ils ont avec leurs patients, leur permettre de mieux comprendre le diagnostic, de mieux entrer dans une démarche dynamique, proactive quant au sujet de l'observance du traitement, etc. Et là-dessus, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en train de se développer. Il y a des pratiques d'usage qui peuvent permettre aux médecins de gagner du temps médical disponible, d'être plus efficace, plus robuste dans ses propositions, notamment par l'utilisation de l'intelligence artificielle avec des applicatifs adaptés. Oui, pour compléter la réponse d'Éric et pour aller dans le même sens, moi, mon métier, c'est pas d'être médecin. Donc, pour répondre directement à la question, qu'est-ce que j'attends des médecins généralistes ? Je ne vais pas leur donner de leçons, ils connaissent leur métier mieux que moi. Moi, mon métier, c'est de gérer du process, de réduire des coûts, d'avoir des data scientists qui savent faire des calculs, de gérer de l'informatique, de déployer des moyens. C'est comme ça, à chaque fois qu'on a conduit les expérimentations dont j'en évoquais une tout à l'heure, on en a fait d'autres sur d'autres registres. Et nous, ce qu'on propose de manière régulière, c'est que médecins et assureurs se mettent autour de la table pour que les médecins nous disent un peu ce dont ils ont besoin. On s'aperçoit d'ailleurs que les bonnes idées naissent souvent du dialogue, non seulement avec les assureurs, mais entre médecins entre eux. On a eu des expérimentations extrêmement fructueuses parce que le médecin généraliste, il est souvent très isolé et débordé par des tâches administratives. Nous, on peut être un facilitateur à l'émergence des idées. C'est ça qu'on demande. Nous, on ne veut pas être partie prenante dans la décision médicale. Ce n'est pas notre métier. Nous, notre objectif en tant qu'assureur mutualiste, c'est d'améliorer le confort de vie des gens et d'augmenter l'efficience des médecins. On n'a pas la science infuse, mais on a beaucoup de moyens qu'on sait maîtriser et qu'on souhaite mettre à disposition des médecins. Et aujourd'hui, on nous interdit de faire ça. C'est ça qui est extrêmement frustrant. Et moi, j'appartiens à un groupe d'origine agricole, donc on a généralement fait les expérimentations avec la mutualité sociale agricole. C'était plus facile parce qu'on était dans un monde plus connu. Et on a démontré que ça marchait. Sauf qu'à chaque fois qu'on veut passer à l'échelle, le rouleau compresseur administratif écrase tout ça. Et donc, au fond, moi, qu'est-ce qu'on attend des médecins généralistes ? Venez discuter avec nous, on vous accueillera les bras ouverts et on verra comment on vous donne des moyens. C'est ça en fait, le fond du sujet.
Bonjour, Jean-Michel Mrozowski, alors président du CVAO, Comité pour la valorisation de l'acte officinal. Deux choses. Je vais vous parler de moi parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse, bien évidemment. Il y a une chose, mon père est mort à 103 ans. Les 3 dernières années de sa vie, il m'a dit « je m'emmerde ». Il ne se sentait plus utile. Et puis d'autre part, il avait eu un gériatre qui m'avait beaucoup intéressé, parce qu'il avait posé la seule question qui me semble importante, c'est « qu'est-ce que vous voulez faire et quels sont vos objectifs de vie ?» Peut-être qu'on n'a pas, moi j'ai pas entendu cet objectif de vie. Et puis d'autre part, est-ce qu'on ne confond pas l'outil avec ses objectifs? Est-ce qu'il ne faudrait pas proposer des objectifs et un outil qui va dans la réalisation de ces objectifs? D'autre part, Étienne a dit quelque chose de fondamental, me semble-t-il, c'est le contexte. On voit bien que dans les neurosciences, globalement, on sait très bien comment ça marche dans un scanner ou dans un IRM, mais on ne sait pas comment ça marche dans la vraie vie. Donc, comment est-ce que le fait de mesurer, est-ce que le fait de la qualité de vie et non pas de la durée de vie en tant que telle, c'est-à-dire que si je ne peux plus rien faire, que je vis 5, 10, 15 ans de plus, je me sentirai d'autant plus inutile. Donc cette sensation d'humanité et de revenir à des fondamentaux et des objectifs, est-ce que ce n'est pas une des raisons que j'ai de vivre ou pas? Alexis. Oui, Alexis Arnaud, Calmédica. Ma question est assez simple finalement. Que pensez-vous du remboursement à l'usage qui intervient notamment dans la télésurveillance qui va arriver en activité là, dans quelques jours? Est-ce que c'est un modèle qu'on pourrait reproduire ailleurs? Alors juste pour préciser ce qui est payé à l'usage, télésurveillance, c'est que si le patient ne renvoie pas ses mesures, la technologie ne sera pas remboursée par l'assurance maladie, le médecin ne pourra pas facturer l'assurance maladie. Donc, in fine, le patient ne bénéficiera plus de la télésurveillance. Est-ce qu'on pourrait appliquer ça à d'autres prestations de santé, que ce soit des médicaments ou des visites régulières? Voilà, c'est une question qui s'adresse à tous les trois, finalement. Objectif de vie, télésurveillance à l'usage. Oui. Moi, je ne suis pas très pour le punitif, en réalité. Je préfère être plutôt sur la conviction et l'accompagnement. On a mené récemment une expérience sur la télémédecine et on s'aperçoit qu'au fond, quand il y a un prestataire de santé, que ce soit un pharmacien ou un auxiliaire médical, qui est là avec la valise, qui permet aux gens de prendre leur constante et qui les rassure, on a des scores qui sont bien supérieurs. On l'a fait dans 2 départements. Là, il y a maintenant la ville de Carcassonne qui est intéressée, qui veut investir. Ça représente des sommes modestes. Et moi, je suis beaucoup plus sur l'éducatif que sur le punitif. C'est ce qu'on le disait. Il y a la médecine, c'est aussi beaucoup facteur de psychologie. Et de rentrer par le bâton me semble moins intéressant que rentrer par la carotte. Ouais, un peu comme Thierry, c'est que ce type de dispositif, pour des populations qui appréhendent bien le système, le connaissent, ont un niveau éducatif, culturel élevé, ça peut éventuellement fonctionner. Pour des gens qui voient tout ça d'un peu plus loin, ça peut être très punitif et du coup très inégalitaire. Et ça peut renforcer les inégalités. Donc la question, c'est comment on accompagne ces personnes pour leur permettre de s'inscrire dans une forme d'observance régulière, parce que c'est leur intérêt à eux, mais c'est aussi l'intérêt de la collectivité. Et donc tout l'enjeu, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est comment on redonne du corps, du coffre à la citoyenneté sociale, parce que dans un système socialisé comme le nôtre, c'est nécessaire. Mais la modalité est un peu raide, un peu radicale, si on veut que les gens s'emparent de cette opportunité plutôt que ne subissent cette évolution. Et sur la question très philosophique que vous avez posée, sur le sens de la vie, finalement, évidemment, ce sont des questions qui se posent à l'échelle de la société, qui se posent dans la relation, dans le colloque singulier,
entre le médecin et son patient, l'assuré social, l'équipe de soins autour de lui, sa famille, son environnement. Mais il est évidemment et éminemment difficile d'apporter une réponse collective, parce que ça renvoie à beaucoup de questions qui sont très personnelles, philosophiques, religieuses, etc. Donc je ne me hasarderai pas à apporter une réponse définitive sur ces sujets-là. Je pense que ça dépend des parcours individuels, des convictions de chacun. Par contre, ce qui, de mon point de vue, doit être fondamental, c'est permettre le respect du libre choix des gens, de leur permettre de mener leur projet de vie comme ils le souhaitent jusqu'au bout, et de faire en sorte que la liberté individuelle puisse être préservée. Rapidement, juste encore sur ces deux questions, sur la télésurveillance, je crois qu'il faut déjà se réjouir que voilà, il se passe quelque chose, ça bouge. Eric évoquait tout à l'heure des exemples où il y a un suivi très fort au début et qui se devient moins présent et qui permet de rattraper les gens, etc. On participe à une expérimentation avec des diabétiques aux États-Unis aujourd'hui avec l'American Diabetic Association, et ils ont déjà fait ça avec des enfants et ça marche en fait assez bien. Donc il faut commencer la télésurveillance, il faudra bien sûr que ça s'adapte, voilà, soyons en chemin et avançons. Et sur cette question philosophique, deux choses. D'abord, il faut qu'on soit très humble, nous ne sommes qu'un moyen, et après la finalité, elle appartient à chacun. Ensuite, je pense que l'indice Cali, l'indice donc qui regarde le nombre d'années de vie en bonne santé, en fait, nous, dans notre entreprise, c'est le facteur qu'on utilise pour montrer notre responsabilité sociale d'entreprise. Vous savez que maintenant, les entreprises, on a beaucoup, via nos investisseurs, à faire de rapports sur tous ces aspects. Et dans la responsabilité sociale, on a décidé de la mesurer avec le nombre d'années en bonne santé qu'on arrive à estimer, faire créer à nos utilisateurs. Et c'est un gros boulot. On a une data scientist qui travaille à plein temps rien que là-dessus, parce que on peut tricher, hein. C'est très facile de dire n'importe quoi, mais c'est une science aussi qui est assez intéressante. Oui, juste un petit mot, parce que j'aurais dû le dire, et Eric m'y fait penser. Je parlais tout à l'heure de l'espérance de vie en bonne santé. En fait, en France, il y a une très grande inégalité face à ce sujet en fonction des classes sociales. Entre le premier et le dernier décile, c'est quasiment 12 ans d'écart d'espérance de vie en bonne santé entre les gens les plus modestes et les gens les plus éduqués. On est autour de cette salle dans la catégorie des gens éduqués. Alors c'est bien que les gens éduqués se portent encore mieux que ce qu'ils portent aujourd'hui, mais le vrai sujet, c'est comment on rattrape toute la partie de la population et qu'on évite la trappe sanitaire, comme on évite la trappe à pauvreté. Il existe en France une trappe sanitaire, c'est-à-dire qu'en dessous d'un certain niveau d'éducation, les gens, de toute façon, sont perdus face au système, et proactivement, ils ne seront pas capables de prendre en main leurs questions de santé. Et donc la question, ce n'est pas de les punir, c'est comment on les accompagne, comment on les prend par la main et comment on les ramène dans une démarche de santé qui soit productive. Et c'est aussi important que la technique elle-même. Et on est en train de perdre beaucoup de gens par des systèmes qui sont trop compliqués, trop administratifs. Et là, le médecin généraliste a sans doute un rôle central à jouer dans la lutte contre cette trappe sanitaire. Le numérique, la technique doit être au service de l'humain. Et quand les femmes, les hommes ne sont pas capables seuls de pouvoir s'en emparer, il faut qu'il y ait les éléments de médiation humaine pour pouvoir les accompagner, leur permettre de ne pas décrocher et faire en sorte que le numérique ne soit pas un nouveau facteur de renforcement des inégalités. Moi, je pense que ça peut être un formidable levier pour réduire les inégalités si on l'utilise bien. Le numérique, c'est un outil, et donc comme tous les outils, tout dépend de la finalité, tout dépend de l'intention, de la manière de l'utiliser. Merci beaucoup. J'ai quelques remerciements. Je suis très soucieux de l'objectif de prévention de votre journée, donc je sais qu'il y en a qui partent. Si vous pouvez rester, je ne sais pas si c'est un petit déjeuner ou un brunch, mais il y a quelque chose, et les intervenants sont prêts aussi à continuer la discussion, qui est juste à côté. Je voudrais juste adresser quelques remerciements, c'est de coutume, c'est très rapide, mais d'abord l'Académie de médecine qui nous a reçus, donc c'est vraiment, je tiens à les remercier. Je tiens à remercier le Centre Engineering for Health qui
qui est en collaboration étroite avec cette démarche, et toute l'école polytechnique qui soutient cette démarche, l'agence bébrin.com qui nous accompagne, aussi Benoît Monégier qui est pour Engineering for Health, la petite équipe qui travaille avec moi, donc je les cite par leur prénom, Virginie, Isra, Nicolas, Joël, Catherine, toujours présent à nos côtés, et puis vous dire pour la prochaine session, c'est le 3 octobre, c'est à Paris Santé Campus et ça sera sur les modèles prédictifs dans les risques épidémiques et notamment la crise Covid. Est-ce qu'ils ont fonctionné ou pas et est-ce qu'ils ont donné finalement une valeur ajoutée, avec Antoine Flao de l'Institut Global de Genève, Joël Barral de Google, Stéphanie Combe du Health Data Hub et Benjamin Garel qui est dans la salle, qui nous expliquera aussi son expérience justement dans l'usage de ces modèles. Je vous remercie beaucoup. Si vous voulez rester, c'est avec grand plaisir pour continuer à dialoguer. C'est un peu le but de ces séminaires. Merci encore.